Et là, je suis rentrée dans un bloc opératoire et là, tout m'a plu. Les odeurs, le pistolet électrique, le fait de se laver les mains, le fait de mettre la casaque, le fait de voir, le fait de faire des pulses, parce que je crois que c'était un genou explosé, mon premier bloc c'était un genou explosé. Et là, ça a été une révélation. Wow. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Moi, j'ai mis 15 ans. Ça fait 2-3 ans que je me dis, ce que je le fais bien. Et je le ferai pas faire par quelqu'un d'autre. Ouais. C'est hyper long. C'est long, hein. C'est long. Enfin, Ça, personne te le dit. Parce que de toute façon, elle n'aurait pas eu de place pour faire l'épaule, quoi. Parce que c'était une femme ? Parce que c'était une femme. Voilà. Parce que l'épaule, qu'est-ce que ça a comme... Rien. Et tout peut se faire par une femme. Ouais, oui, La hanche, le genou, tout. On est capable de tout faire. On est capable de faire tout et mieux que les hommes. Ça, c'est une vraie vérité. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin au micro. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir Donna, que j'ai rencontrée pendant ma P2 lors d'un stage en traumatologie. Et aujourd'hui, on va parler de la chirurgie, qui est un sujet, une spécialité qui m'intéresse et qui me questionne énormément. Et quand Donna a accepté de témoigner à ce micro, j'ai déjà été très reconnaissante qu'elle me fasse confiance pour raconter son histoire et pour parler de ces sujets qui peuvent être difficiles. Et j'ai pas réussi vraiment à synthétiser les questions et les sujets que je voulais aborder avec elle. Quand je pense à la chirurgie, en tant qu'externe qui n'y connaît pas grand-chose, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects que je voulais aborder. Ce qui fait qu'au total, on s'est retrouvés à discuter toutes les deux pendant 2 heures. Et je trouvais ça un petit peu long et un peu lourd de vous donner tout ça en un seul épisode. Donc, cette interview, ce témoignage sera coupé en 3 parties qui sortiront chacune à 1 semaine d'intervalle et dans lesquelles on aborde différents sujets, des sujets qui ne sont pas forcément complètement centrés sur la médecine. On aborde vraiment beaucoup de choses. Et dans ce premier épisode, aujourd'hui, on va parler de la vocation de Donna à faire de la chirurgie, à faire médecine, comment elle en arrive là. On va aussi s'intéresser à toute la partie sur son internat, à l'apprentissage des gestes, de ce métier et de tout ce que ça peut impliquer au niveau de la vie personnelle. Et on terminera sur une partie qui s'intéresse à la place de la femme en médecine, la place de la femme dans un bloc opératoire et qui fait partie aussi complètement de ce cursus. Donc je vous laisse découvrir cette femme inspirante et je vous souhaite une bonne écoute. Je te laisse te présenter. Très bien. Alors, moi, je suis Donatienne Joly. Je suis chirurgien orthopédiste depuis 13 ans maintenant. Je suis mariée, maman de 3 enfants, 3 garçons. Et puis, au niveau de la chirurgie orthopédique, ma spécialité, je fais dans tout ce qui est orthopédie, c'est du pied et de la cheville. Donc, je me suis vraiment spécialisée en pied-cheville. Ok. Voilà pour la présentation. Et est-ce que tu pourrais... comment tu te décrirais en quelques mots au niveau de ta personnalité ? Entière, exigeante avec moi-même, empathique et plutôt joyeuse. C'est une belle description. On valide ou pas ? Ouais, je te connais pas non plus. Et du coup, toi, dans ton parcours, à quel moment ça vient l'idée de faire médecine dans ta vie ? Est-ce que Alors, c'était ma quand vie t'étais personnelle, jeune c'est venu dans mon enfance. En fait, quand j'étais petite, j'avais un trouble anxieux généralisé. Donc, j'ai fait vachement de crises d'angoisse. Maman a essayé de me trouver des psys. Je pense à 6 ans, je suis allée voir ma première psy, ça n'a pas marché, 8 ans, 10 ans, et puis à 11 ans, maman a trouvé une bonne psy où j'ai fait une psychothérapie de 3 ans, où j'ai complètement changé, j'étais hyper anxieuse, j'étais beaucoup moins anxieuse, ça a changé clairement ma vie, donc le fait de, je pense un peu tout, de faire la psychothérapie, de grandir, et donc là je me suis dit, je veux faire de la psychothérapie, donc je veux faire la même chose, pour les enfants, ce qu'elle a fait pour moi, je veux le transmettre. Donc c'est ça qui m'a fait faire
aller vers la psychothérapie. Et puis après, en parlant avec des psychos, on m'a toujours dit, si tu peux faire médecine, fais médecine, parce que tu pourras faire psychothérapeute, mais en étant psychiatre, en étant mieux remboursé, avec plus de facilité. Et donc, c'est là où j'ai décidé de me faire médecine. Ok. Voilà, donc rien à voir avec la Ouais, chirurgie. il y a eu un angle Rien à droit voir. quelque part. Exactement. Voilà. Ok, d'accord. Et donc, voilà, c'était en 97, première année de médecine. Alors donc moi j'ai fini ma psychothérapie en 3e à peu près. Donc après j'ai fait seconde, première terminale pour faire médecine. Et après c'est ça, en 97-98 j'ai fait ma première année de médecine. Donc comme toutes les premières années de médecine, hein, c'est vraiment exactement comme le film qu'on... Il est qu'on bien voit. fait ce film. Exactement, Ouais. avec on court pour rentrer dans l'amphi. J'ai des souvenirs de ça. On mettait nos écharpes pour être dans les premières places. C'était... Donc t'étais à Paris. J'étais à Paris. J'étais à Paris, à la fac des Saints-Pères. Donc la grande fac où, voilà, dans l'amphi Binet. Donc c'est toute ma jeunesse. Et donc donc là j'ai fait ma première année de médecine. Alors moi je suis pas une hyper intelligente, je suis plutôt une bosseuse. Donc j'étais en milieu de classe en terminale. J'ai eu mention assez bien qu'on m'a donnée. Hein. J'étais pas hyper... voilà, j'ai eu 12,00, donc bon. Voilà. Et donc après, je suis rentrée en médecine et en fait, j'ai bossé et j'ai quand même une bonne mémoire. Et donc en fait, comme les études de médecine, c'est quand même beaucoup de mémoire. Donc en physique, j'ai eu 5, je crois, un truc comme ça, parce que j'étais nulle en physique. Mais après, j'ai pu me rattraper au second semestre. Donc j'ai fait 2 premières années. Voilà, j'ai bossé, voilà, j'ai raté ma première année, je l'ai refaite, j'ai réussi. En travaillant, alors j'ai eu la chance de pouvoir avoir médecine, parce que j'ai des copines qui ont travaillé autant et qui n'ont pas eu, mais bon, Ouais, voilà, c'est vrai c'est que un peu... c'est des fois pas très juste aussi Exactement, au niveau ouais, c'est pas des très juste. capacités personnelles Tout à fait. Et qu'on puis, n'explique pas, quoi. ouais, et puis malheureusement, la physique qu'on fait en première année n'a aucun impact sur savoir si on sera un bon médecin, un bon chirurgien. Voilà, donc c'est la sélection, il faut qu'il y en ait une, c'est dur, mais voilà, moi j'ai eu la chance d'être en première année de médecine. Et donc là, t'es encore dans l'idée, voilà, Psychothérapie, ouais. voilà. En psychiatrie, du coup. Exactement, Ouais, c'est la psychiatrie pour ouais. après m'installer en libéral et faire la psychothérapie. C'est vraiment ça mon choix. Et donc, j'étais en vacances quand il y a eu les choix. Alors, je ne sais pas comment ça se passait, ça se passe maintenant, mais en 2e année, on faisait un stage d'infirmière. Bah, c'est là où moi, On s'est rencontrés. Voilà. Ouais. Donc, on fait un stage d'infirmière. Mais on était vraiment avec les infirmières. On n'avait pas de lien avec les médecins. Normalement, c'était 0 lien avec les médecins. C'était vraiment, on était que encadrés par les infirmières. On n'avait pas de contact avec les médecins. Et donc, c'est pas moi qui ai choisi ça. Parce que j'étais en vacances. Donc, c'est ma maman qui a choisi ce stage-là. Et elle a pris les urgences de Boulogne, donc de Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt à Paris. Et donc, j'y suis allée. Et c'était un peu bizarre parce que soit les infirmières avec plein de taf parce que c'était le rush aux urgences et elles n'avaient pas le temps de s'occuper de nous, soit il n'y avait rien à faire et elles ne voulaient pas nous apprendre parce que de toute façon, il fallait qu'elles taffent parce que sinon elles s'embêtaient. Et on était 2 petites stagiaires. Année, ouais. Voilà. Et donc il y a les chirurgiens qui sont passés, qui nous ont vus. C'était encore très carabin, beaucoup plus carabin que maintenant, avec le côté positif et le côté négatif. Et donc, en fait, ils nous ont emmenés au bloc opératoire pour voir des interventions de chirurgie orthopédique. Okay. Et là, je suis rentrée dans un bloc opératoire et là, tout m'a plu. Les odeurs, le pistolet électrique, le fait de se laver les mains, le fait de mettre la casaque, le fait de voir, le fait de faire des pulses, parce que je crois que c'était un genou explosé, mon premier bloc c'était un genou explosé. Et là, ça a été une révélation. Wow. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Voilà. Et j'ai encore l'image de cette auge avec le lavage de mains et de rentrer dans le bloc opératoire et de voir ce genou en vrac. Voilà. Et là, je me suis dit, c'est la chirurgie que je veux faire. Okay. Voilà. Et donc là, adieu psychiatrie. Après, adieu psychiatrie. Ah ouais, complètement. C'était fini. Donc c'était amour au premier regard, quoi. Exactement. C'est comme ça que c'était la révélation. Quoi. Ok. Voilà. Donc là, début de 2e année ou fin, très tôt dans le cursus. En fait, j'ai complètement changé et puis j'ai vraiment eu envie de faire ça. Et en plus, j'avais des potes
En quatrième année, avec les week-ends d'un thé, on s'était fait des potes. Et en fait, moi, j'avais un copain et son frère était en 2 ans au-dessus de nous. Et donc, il nous racontait ses stages de chirurgie aussi. Et, euh, et rien que le raconter, ça me donnait envie, quoi. Voilà. Donc, j'ai pas... c'était la chirurgie. Voilà, je suis tombée amoureuse de la chirurgie. Ok. Voilà. Donc l'externat commence ensuite. Donc tu fais quand même des stages aussi beaucoup Alors, médicaux. voilà, moi, mes premiers stages, non. Non. Ok, tout de suite, Si, j'ai fait des stages médicaux parce qu'on est obligatoire, dans le cursus c'est ouais. obligatoire. Mais mon premier stage, c'était en urologique à Boulogne, toujours, à Ambroise Paré. Et après, on a eu... après, je crois que j'ai enchaîné aussi. Je crois que la quatrième année, j'ai fait quasiment que des stages de chirurgie. J'ai fait tout ce que devais faire en médecine, je l'ai fait. Mais par contre, tous les autres stages, j'ai fait que de la chirurgie. Ouais. Voilà. Et ça m'a convaincue. Voilà. Et à la fin de mon externat, dans ma tête, c'était soit de la gynéco, soit de l'orthopédie. Et j'avoue que l'obstétrique, j'étais pas du tout dans un mood maman, enfant, tout ça. Ça m'est passé complètement par-dessus la tête et j'ai pas du tout... donc j'aimais pas ce côté-là. Donc en fait, je me suis dit, bon, ok, autant prendre la chirurgie après orthopédique. Si je l'avais, c'était ça mon choix en fait. Voilà. Et est-ce qu'il y avait quand même des petites appréhensions par rapport au choix de la chirurgie? Parce qu'il y a quand même des petits points négatifs aussi dans ces spé qui sont des longs internats, qui demandent peut-être beaucoup de temps. Est-ce que ça Non. Jamais? Non, je me suis jamais posé la question de... a posteriori, j'aurais dû me la poser, mais je me suis jamais posé la question de c'est long, je suis une femme... Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Non, je me suis jamais posé la question. Alors j'avais un copain à l'époque, mais j'en avais plus, donc finalement, j'ai pas... j'avais pas pensé à me marier, avoir des enfants, j'étais pas du tout dans ce move-là. J'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup fait la fête à cette époque-là. Donc j'étais pas du tout dans le move, ça va être long pour s'installer. Donc en fait, j'avais pas du tout ces préoccupations-là, moi, parce que j'étais pas en couple. Voilà. Et puis je suis un peu... j'ai quand même un côté un peu revancharde. Je sais pas de quoi je suis revancharde, mais c'était quand même un challenge. Alors peut-être de mes parents, je pense aussi de mon père qui m'avait dit que j'aurais médecine mais je serais dans les dernières. Et finalement j'étais dans les premières, mais de lui montrer que je pouvais faire quelque chose qui était impressionnant. Voilà. Et donc il y a aussi peut-être ce côté-là qui m'a aussi attirée vers la chirurgie. Mais non, je me suis pas posé la question, même pas la question du sexisme en chirurgie, je me suis pas trop posé la question. Et en stage d'externat, alors en stage d'externat, j'ai eu peut-être la chance et le privilège. Premier stage du Rhôme, on était 2 externes. Ma co-externe tombait tout le temps dans les pommes, donc en fait, à chaque fois, il m'appelait moi. Donc comme il y avait que moi, il m'appelait moi, et donc j'ai pas senti que j'étais en concurrence avec les mecs. Donc ça, je l'ai pas eu. En stage de gynéco, le chef de service était hyper jeune, m'aimait beaucoup, et il avait des internes quand même filles. Et donc, déjà, la féminisation se faisait en gynéco. Et donc j'ai pas du tout ressenti ça non plus, parce qu'en plus, je faisais énormément de gardes. Donc, on était vraiment, par rapport à maintenant, on fait, je sais pas, 20 gardes par... Nous, on en a fait plus de 150. Donc, on faisait 6 gardes par mois à tous les stages. Donc, on était vraiment dans le service. Et là, j'avais une super interne qui était hyper sympa et qui en faisait beaucoup et la fête et de la chirurgie. Donc, je l'ai pas senti. Et après, un des stages aussi que j'ai adoré, c'était chez Beaufils, donc à Versailles, de la chirurgie, qui était pas du tout... qui n'était pas un chirurgien orthopédique, quoi, dans le sens où il n'était pas misogyne, il n'était pas... il était hyper humain. Vieille France. Non, alors humain, faut pas non plus déconner. Je déconne. Non, hyper vieille France, mais en donnant la chance à tout le monde. Donc j'ai pas... en tant qu'externe, je l'ai pas... Du coup, il y avait déjà des bruits de couloir à ce niveau-là, mais tu disais que... Alors, je l'ai pas ressenti, ou j'ai pas voulu le voir aussi. Parce que je sais que nous, on a des externes qui ont porté plainte parce qu'elles se sont fait déchirer leur tenue de bloc dans le vestiaire avec les déchirures ortho. Alors, ça m'est pas arrivé à moi, et moi, ça m'a fait marrer. Aujourd'hui, ça me fait pas marrer. Parce qu'en fait, j'ai pris conscience de l'impact
de la violence du geste qui était fait comme un jeu, mais qui n'est pas du tout un jeu. Et il y a eu une lettre envoyée de plainte envoyée au président de CME de notre fac. Non, au doyen, pardon. Là, c'était vraiment une lettre envoyée au doyen pour porter plainte contre ces attitudes. Et moi, je me souviens très bien de me dire « Oh, ça va, c'est bon, c'est pas très grave. » Et en fait, si, c'est grave. Et le doyen a renvoyé une lettre à tous les chefs de service en disant que si, vous avez le droit de le faire, mais par contre, vous le faites un peu plus finement, quoi. Et en fait, le doyen se tapait des externes aussi. Donc en fait, c'est en quelle année ? C'est 2000, 2001, 2002, entre 2001, 2004, quoi. C'est mes années d'externat, quoi. Et aujourd'hui, ça paraît tellement incroyable. Et elles avaient raison, en fait. Et moi, je ne les ai pas soutenues. Et en fait, parce que c'est une espèce de jeu où on ne sait pas bien la frontière. Et pour se faire valoir, en fait, on rentre dans les jeux qui sont pas des jeux, en fait. Et il n'y a pas de hola de la part de... Voilà. Mais j'avais une bonne résilience et je me laissais pas faire. Donc, voilà, moi, on m'a jamais arraché la blouse, on m'a jamais fait des choses que je voulais pas qu'on me fasse. Donc, voilà, j'ai eu une situation un peu chaude et je me suis barrée. Mais j'ai pas eu ce... en tout cas, je l'ai pas ressenti comme ça pendant mon externat. Je le vois maintenant a posteriori, mais pas pendant mon externat. Donc, tu pars j'y vais. Pleine d'enthousiasme. Exactement. Et donc tu arrives 1344, c'est ça ? C'est ça, 1344. Donc c'est la première fois sur 8000, je crois, ou 6000, je sais plus bien Tout le monde passait l'internat. C'était la première année où... avec les médecins généralistes aussi. Exactement, tout le monde passait l'internat, donc on n'avait aucun recul. Avant, c'était nord-sud, il n'y avait plus nord-sud, il n'y a eu qu'un concours où c'était des salles différentes. Donc en fait, à Toulouse, ils passaient à Toulouse, à Paris, on passait à Paris. Donc on était, c'était pas des grands halls où il y avait 3000 personnes, on n'était plus que, entre guillemets, 1000, comme ça. L'enfer, le concours de la mort, c'est horrible. Je m'en souviendrai, je pense toute ma vie. C'est vraiment un moment désespérant de jouer ta vie sur un jour et demi. Je l'ai mal vécu. Je pense que comme tout le monde, c'est vraiment pas des moments marrants. Après, c'est vachement bien. Au moment, c'est horrible. J'en fais encore des cauchemars. Donc, je fais encore des cauchemars de dire que je suis dernière. Que j'ai raté mon internat, quoi. Que j'ai pas lâché en ortho, que j'ai pas... Comme quoi, en fait, c'est quand même un moment qui est... On s'en rend pas compte, mais c'est un moment traumatisant. Et en fait, on le fait passer comme si c'était normal, mais il est tellement injuste. Dans la première année, alors c'est injuste, mais on est jeune. Là, ça fait quand même 6 ans qu'on bosse, ou 7 ans quand on a fait 2 premières années, mais quand même 6 ans qu'on bosse pour ça, avec, là je crois en plus j'ai lu des trucs qui étaient encore avec des euros, qui étaient encore plus difficiles de deux côtés. Alors nous, on avait des QCM, non, on n'avait plus de QCM. Avant, il y a des QCM, donc c'est injuste les QCM, mais je pense que c'est quand même plus juste que des euros où en fait chacun va noter différemment. Voilà. Mais c'est quand même, je pense que c'est vraiment on se rend pas compte, personne nous le dit, mais en fait moi quand j'en parle à des copains et des copines qui sont médecins, ils en rêvent toujours leur internat. Donc c'est quand même un moment traumatisant et on le sait pas assez que c'est des moments traumatisants et que c'est pas facile, quoi. C'est clairement pas facile. Et en plus, comme c'est quand même encore un concours, en fait c'est un concours parmi les meilleurs. En fait, on fait un concours avec que les meilleurs. Et en fait, on est en train de regarder son pote à côté qui est ton pote, mais qui ne fait pas forcément ton pote parce qu'il va te prendre ta place. Et donc, c'est quand même des moments qui sont hyper angoissants et que moi, j'ai mal vécu, en tout cas. J'étais assez seule. Alors, je travaillais dans un truc qui s'appelle l'AENEC. C'était une bibliothèque à Paris. Mais même en fait, on a l'impression en fait, qu'on se tire. On va faire un métier humain et en fait, on se tire encore dans les pattes. Ouais. Donc ça, Donc voilà, donc j'ai eu la chance, entre guillemets, de quand même pas trop mal réussir cet internat. La chance, et j'ai travaillé pour quand même, parce que j'ai beaucoup travaillé. Donc je suis de 1344. À cette époque-là, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que comme c'est la première fois, moi je voulais être dans les 50 premières pour avoir chirurgie Paris,
1344, mon monde s'effondre. J'ai l'impression d'avoir fait de la merde. Vous n'avez aucun recul sur les Aucun recul sur ce qui va se passer sur les placements placements. En fait, personne ne sait, à part les 3 premiers, ou les 50 premiers qui savent qu'ils vont au truc. Mais à 1344, en fait, on ne sait pas, dans les 2000 premiers, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir avoir. Donc moi, je pensais redoubler. Et donc... Oh, l'enfer. L'enfer. Donc j'ai ma mère au téléphone qui me dit, t'as réussi? Non, j'ai raté, je suis 1344, je recommence. Maman, elle me dit, c'est pas possible, c'est pas possible. 4 fois, elle me le dit, je raccroche. Pendant 1 mois, j'ai plus parlé à ma mère. Voilà, j'ai plus parlé parce que j'avais l'impression de ne pas avoir un soutien. C'est difficile de comprendre à l'extérieur. Ouais, alors moi, je pense que personne peut comprendre. Ça, moi, j'en ai reparlé avec ma cousine qui voulait faire médecine, avec ma tante et tout ça. Je lui ai dit de ne pas faire médecine. Voilà. Et en fait, elle a compris quand sa fille est en médecine. Et elle a compris vraiment ce que moi, je lui disais. Pas au moment où je lui disais, mais là où sa fille l'a vécu. Elle me disait, ouais, mais tu te rends compte, elle a fait ça. Les épreuves sont annulées. Je dis, mais en fait, moi, j'ai eu la même chose. En fait, c'était pas absolument pas rendu compte. Non, mais donc voilà. Donc ça, c'était hyper difficile. Jusqu'à que y ait un mec un peu moins con que les autres, entre guillemets, qui devait être pas très bien classé non plus, et qui s'est dit, ok, je vais prendre les choses en main. On va essayer de faire un pré-choix. Je vais appeler mes potes. Je vais faire un espèce de site internet. Alors, on n'était pas du tout dans le truc internet comme nous, on a été. En fait, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de... si, on avait un téléphone, mais il n'y avait pas internet dessus. Donc, c'était juste un téléphone... moi, j'ai quand même connu les tatous, les trucs. Voilà. Donc, mon premier téléphone, je l'ai eu en P1, mais c'était que téléphoner. Parce que donc, là, vous attendez... Enfin, vous attendez... En fait, on attend... C'est la fin du concours et... C'est ça. Dans en fait, combien de temps vous avez vraiment un résultat? On a l'amphi de garnison en septembre. Donc, on a... 15 juillet ou un truc comme ça, on a les résultats, ou mi-juillet ou fin juillet, on a les résultats. Et en fait, on doit attendre en septembre pour savoir quelle est notre place. Ils font des amphis de garnison, c'est-à-dire que tout le monde vient à Paris, t'as pas le choix, tu viens. Et ils nous, par 500 places, donc le premier jour, le premier matinée, c'est à 500 élèves, deuxième matinée, après-midi, 500 élèves, le lendemain matin, 500 élèves. Le surlendemain, 500 élèves. L'après-midi, 500 élèves. Donc, en fait, Donc, il faut avoir des plans Z, quoi. Enfin, si vous n'aviez pas eu ce truc de se répartir, il fallait prévoir que peut-être devant toi, il y avait... Exactement. Donc, en fait, on ne savait absolument pas. Et donc, il y a quelqu'un qui s'est dit, OK, je vais créer un site internet, qui a appelé un pote, qui a appelé 10 potes, qui a appelé 10 potes. Et en fait, ça a fait le tour de la France. Et en fait, on s'est tous inscrits, petit à petit, pour donner nos choix. Et en fait, on voyait à petit peu près, en fait, on avait beaucoup plus de visibilité de savoir ce qu'on pouvait avoir. Ouais. Et donc, mi-août, moi, je savais que je pouvais avoir en chirurgie Lille, Lyon, Toulouse, ce que je n'aurais jamais voulu avoir, cru pouvoir avoir. Voilà. Et donc, j'ai pu me redire, bon, bah, ok, je vais pas repiquer, je vais rappeler ma mère. Voilà, en disant, bon, bah, il y a peut-être une solution et tout ça, voilà. Et donc, et là commence le choix de se dire, bon bah, vraiment, fin août, je vois que je peux avoir Lille et Lyon. Toulouse, je suis dans les dernières, donc je mets un peu de côté, mais je peux avoir Lille et Lyon. Et donc là, on va choisir entre Lille et Lyon. Et comment on choisit ? Comment on choisit ? J'étais avec une copine, j'ai fait le pour et le contre en fumant un gros pétard. Alors, je sais pas si ça m'a aidé ou pas, mais voilà, alors que je fume jamais. Et ça m'a marqué ce moment. Avec ma meilleure copine, et donc j'ai fait la ville, j'ai appelé un mec à Lyon, un chirurgien à Lyon, un interne de Lyon et un interne de Lille pour savoir un peu comment ça se passait. L'interne de Lille m'a dit que du bien de Lille, en disant qu'il n'y a pas beaucoup de garde, qu'on opérait très vite, que les nanas ça se passait bien, alors ça n'est pas énorme mais que ça se passait plutôt bien. Lyon, ils m'ont fait un descriptif beaucoup moins sympa, avec beaucoup de garde, avec des mecs, des chefs de service pas incroyables. En clinique, c'est hyper bien réputé, mais dans le service, dans l'hospitalier et dans la formation, voilà, que les filles c'était hyper compliqué. Donc ça c'est ça principalement qui a joué. Puis le fait de ne pas être loin de Paris, parce que je pensais pouvoir repartir à Paris, faire mon clinique à Paris. Voilà, en étant une bonne Parisienne, pouvoir continuer ma vie à Paris.
Et donc c'est comme ça que j'ai choisi Lille. Et donc en fait, on est dans l'amphi de garnison là. Et puis là, on voit tous les gens qui descendent et qui choisissent, qui peuvent choisir leur choix. Parce qu'en fait, finalement, le choix, le pré-choix, c'est un pré-choix, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Si la veille, ils ont une Voilà. illumination. Exactement, ils peuvent choisir Ouais. chez Orto à Lille, quoi. Ouais. Et donc je voyais et en fait, on voyait les noms des gens qui apparaissaient. Donc il y en avait un qui disparaissait, il y avait une dizaine de noms et un qui apparaissait, quoi. Quand c'était une fille, j'étais hyper contente. Et quand c'était un mec lillois, je me dis oh merde. Voilà. Donc ça remontait. Et en fait, finalement, j'ai eu. Et donc on descend et on choisit au micro chirurgie, Lille. Voilà. Donc j'ai eu le choix que je voulais. J'étais plutôt dans les dernières, quand j'étais. Je crois qu'il y en avait. Je sais pas, je pense qu'il y avait pas mal de places quand même. Je pense qu'il y avait 25 places. Non, je pense que j'étais dans la moitié, dans la première moitié. Et finalement, j'ai fait quoi en premier stage? J'ai fait de l'ortho. Pas à Valenciennes, à Saint-Vincent. J'ai fait Saint-Vincent orthopédie, donc en plus j'avais le choix, donc j'ai fait l'orthopédie. Et alors, comment ça se passe le premier jour? Est-ce qu'il y a des réunions, des... Alors, j'avais pas de réunion, mais en fait j'ai été quand même à bonne école, dans le sens où à Versailles en orthopédie, on était là à 7h, on faisait le tour avec les internes, je les voyais faire les lettres de sortie. On avait énormément de gardes, donc en fait toutes les urgences, je savais gérer les urgences parce que c'était nous qui étions en première ligne. Ça, c'était pendant l'externat. Pendant l'externat. Donc en fait j'ai eu vraiment un externat qui m'a beaucoup débrouillée par rapport à ça. Donc moi je suis arrivée le premier jour. J'ai demandé à la secrétaire de me sortir des courriers types des comptes rendus opératoires et des lettres de sortie type. Et puis je suis allée voir. J'ai fait le tour le matin, à 7h30, je suis arrivée avant tout le monde. J'ai fait le tour, j'ai fait les lettres de sortie en prenant des modèles, et puis c'était parti, quoi. Ok. Ouais. Alors je crois que ça se Très passe plutôt... autonome. Ouais, il est Ouais. assez autonome assez rapidement, ouais, tout à fait. Puis on était 2 internes, je crois. Le mec, je crois qu'il s'est pointé à 8h30 le premier jour, ou je sais pas quoi. Bon, j'étais déjà là au taquet, mais parce que ça, c'est un peu les études parisiennes qui m'ont vraiment donné ça. Et je suis tombée sur un chef de service qui était adorable, qui était hyper sympa, avec qui je me suis très bien entendue. Et avec... après, c'était un peu mitigé. Il y avait le chef de clinique qui était hyper sympa aussi. Alors, je suis tombée quand même sur des gens quand même sympas. Pour mon premier stage, j'avais un mec que j'aimais pas du tout, mais finalement, je voyais pas énormément. Et puis, je pouvais choisir, comme j'étais toute seule, je pouvais choisir un petit peu où je voulais aller. Donc, le premier stage, il s'est plutôt pas trop mal passé. Même aux urgences où... Alors après, voilà, c'est les urgences. Hein. J'ai posé mon premier catécus pubien. Alors, j'avais pas YouTube, hein, j'avais pas la vidéo pour ça, pour poser mon premier catécus pubien. Donc, j'étais avec l'infirmière qui me tournait les pages d'un manuel devant le patient. Nickel, quoi. Voilà, donc ça dégrossit. Parce qu'on faisait des gardes aux urgences. Aux urgences de chirurgie. Donc, j'étais appelée pour tous les problèmes chirurgicaux. Okay. Je faisais pas la médecine, mais je faisais toute la chirurgie. C'était moi qui gérais, avec bien sûr des médecins qui disent... Tu voudrais pas passer une main? Le mec, ça fait 20 ans qu'il est urgentiste. Moi, ça fait 3 jours que je suis interne et je viens poser ma main miraculeuse pour savoir si c'est une péritonite ou pas. Voilà. Ouais. Ce qui est un peu complètement débile. Hein. Voilà. Après, j'étais à Saint-Vincent, c'était plutôt cool. Moi, j'ai eu des potes qui ont fait leur premier stage à Roubaix, qui ont dû intuber des patients. Moi, j'étais incapable d'intuber un patient. Quoi. Donc, Saint-Vincent, c'était plutôt cool comme premier semestre. Ça a été plutôt pas mal. Donc, Et l'apprentissage, il se fait comment? Parce que du coup, il y a le avant, on n'opère pas parce qu'on ne sait pas opérer, et après, on sait opérer. Comment on arrive à opérer? Ouais. Alors, c'est vraiment du compagnonnage, c'est vraiment le fait de regarder beaucoup. En fait, on est aide opératoire sur un nombre d'opérations en fait, qui s'accumulent. Et puis après, on commence par un panari. Alors, le panari... Finalement, c'est quand même pas de la chirurgie qui est très incroyable, mais on fait on fait ça, donc on incise. Voilà, donc ça c'est la première intervention. Puis après, ils nous laissent commencer à faire, c'est-à-dire qu'on a vu, je sais pas, 10 prothèses de hanche ou 25 ou 50 prothèses de hanche. On fait les premiers gestes, on lit la voix d'abord, on va étudier dans les bouquins et après on a vu. Et après,
avec l'aide du chirurgien qui nous prend la main et qui nous dit t'incises, on incise, après on fait les hémostases, puis après on incise, puis à un moment il va reprendre la main, puis plus ça va, plus on fait. Et puis il y a des choses, alors nous on fait une spécialité en orthopédie où c'est très manuel, c'est assez instinctif et on n'est pas en train de disséquer des aortes. Et donc on a il y a des blocs qui sont assez plus simples que d'autres, où c'est vraiment de la mécanique et qui sont pas très difficiles à faire. Et donc on a la chance de pouvoir toucher avec des petits blocs. Donc on fait tous les petits blocs à la fin du stage. Je sais pas, moi j'avais fait une dizaine d'opérations, j'avais pas fait beaucoup, mais j'avais fait une dizaine d'opérations Déjà en premier stage. Ouais, en premier stage. Alors c'était des panaries, c'était un 5e métatarsien qui est cassé, où j'ai commencé à essayer. Le premier j'ai raté, donc le chef a repris la main et a bien fait ça. Et puis petit à petit, en fait, voilà. Et puis après au deuxième stage, on fait de plus en plus. Et puis en fait, il y a un stage où tu dis oui, t'as déjà fait? Oui, bien sûr, j'ai déjà fait, alors que pas du tout. Et finalement, on te laisse un peu plus faire, quoi. Voilà, c'est vraiment c'est par étapes, quoi. C'est vraiment par étapes. Et parfois, les mains, elles tremblent quand on est stressé? Oui. Ouais. Oui, alors moi, je m'en souviens plus, mais je remarque sur mes externes et mes internes qui, quand je leur dis de faire quelque chose, tremblent. Donc moi, j'ai dû faire la même chose, et j'ai dû trembler au départ et pas du tout être sûre. Mais finalement, les premiers gestes qu'on fait faire, même si on tremble, c'est pas grave. Et puis, malheureusement, il y a quand même plein de chirurgiens plutôt dans les anciens temps, qui étaient alcooliques, hein, et donc qui tremblaient en opérant, et puis finalement, ça se passait quand même bien. Donc voilà, donc c'est pas... on fait pas des aortes, et puis même en faisant des aortes, moi j'ai vu des chirurgiens qui tremblaient, et puis quand on fait le geste, ils tremblent plus. Quand ils tremblent avant, après, mais pas pendant le geste opératoire, en fait. Voilà. Et à quel moment, est-ce que c'est peut-être pendant l'internat ou un peu vraiment vers la fin, on se sent capable de faire vraiment nous-mêmes la chirurgie? Et Au ça bout de 15 ans de devient, chirurgie. Ouais. Moi j'ai mis 15 ans. Ça fait 2-3 ans que je me dis ce que je le fais bien. Et je le ferai pas faire par quelqu'un d'autre. Ouais. C'est hyper long. C'est long, hein. C'est long. Enfin, Ça, personne te le dit. Donc en fait, tu as l'impression de savoir faire les choses. Tu sais faire les choses. Après, est-ce que tu sais très bien faire les choses? Non. Parce que tu es encore interne et que voilà. Il y a plusieurs phases à l'internat. Donc au début, en fait, tu es tout content de faire la chose. Après, tu fais de plus en plus. Tu remarques pas si c'est bien fait ou pas. Après, tu remarques que c'est pas bien fait. Et là, tu as une grosse phase plutôt en 3e, 4e semestre où tu as l'impression que c'est compliqué quand même. Et après, en 5e semestre, non, pas en 3e ou 4e année, d'internat, tu sens que ce que tu fais, tu sais le faire, mais que tu as quand même une énorme marge de progression et tu as quand même des échecs. Et après, en 5e année, tu commences à dire, bon, ok, tu sais ta limite, tu sais ce que tu sais bien faire, tu sais moins ce que et tu arrives à juger un peu plus ton état et tu fais moins de boulettes. Donc après, à la 5e année, c'est quand même tout ce qui est traumato, alors pas forcément de la chirurgie programmée, mais tout ce qui est traumato, tu commences à bien savoir faire. Alors c'est pas excellent, alors après il y a tout type de chirurgiens, donc il y a des gens qui ont besoin de plus de temps que d'autres, et puis moi j'ai eu des décos internes qui étaient hyper forts, hyper vite. Et puis il y a des gens qui sont beaucoup moins forts, beaucoup moins vite, mais c'est de la pratique, donc en fait généralement tout le monde y arrive plus tard. Mais pour bien savoir opérer, moi vraiment j'ai mis quand même 10 ans à me dire que je savais bien opérer. Voilà. Ouais, c'est long. Ouais, oui, parce que c'est quand même nos mains qui font le soin. Tout à fait, finalement. exactement. Ouais, c'est vraiment de la chirurgie manuelle. Ouais. Et donc c'est assez long. Et dans l'internat, au niveau de... est-ce qu'il y a ce moment, comme tu disais, à l'externat, tu te rendais pas vraiment compte de l'investissement que ça allait peut-être te demander, etc. Est-ce qu'au moment de l'internat, tu te dis, ah ouais, faut que je sois tout le temps à l'hôpital, Ouais. c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Là on se rend compte de l'impact que ça va avoir sur nos vies. À quel moment? Très tôt? Deuxième année. Première année, on est un peu dans l'effervescence, c'est top et tout ça. Et puis on n'a pas de DU, on n'a rien à faire, on a juste à se laisser porter, on fait la teuf le soir, on a des gardes, mais bon,
voilà, on y arrive. Puis à Lille, on est un peu préservé par rapport aux gardes. Je sais qu'à Paris, moi, mes collègues parisiens internes, ils avaient 6 à 8 gardes par mois. À Lille, donc dans les stages de périph', Énorme. on en a, ce qui est énorme. Mm. Et il n'y a pas de repos. Bien, le repos, voilà, pipeau, hein. Voilà, il n'y a pas de repos. Surtout en chirurgie, puisque de toute façon, le fait d'être fatigué, bah, tu n'as pas le droit. Donc voilà, donc ce qui n'est pas bien. Est-ce que je fais plus faire aujourd'hui? Mais t'as pas le droit d'être fatigué, t'as pas le droit d'être malade, t'as pas le droit d'être rien du tout. Donc à Lille, on était quand même un peu préservé de ça, parce qu'on avait donc. Alors si dans les stages de périph, on avait 6 gardes par mois, à Saint-Vincent, j'avais 6 gardes par mois. Mais dès qu'on est au CHU, on a 3 gardes par mois. Donc les 3 gardes par mois, elles sont hyper simples à faire, quoi. Voilà. C'est beaucoup moins impactant. Mais par contre, effectivement, on est là tôt, on est là tard, et c'est surtout que bah, une fois que la première année est passée, bah, en fait, tu commences la deuxième année, on te dit bah, tu veux faire quoi dans la vie? Comment ça, tu veux faire quoi? Je veux faire la chirurgie orthopédique. Ouais, mais tu veux faire quoi? Du genou, du pied, de la hanche, de la main j'en sais rien, moi, je veux faire la chirurgie orthopédique. Et donc là, on te dit très tôt, bah non, il faut prendre. Il y a des services qui font que de la chirurgie de la hanche, que de la chirurgie de la main. Il faut te dire, il faut que tu fasses le DIU de la main, il faut que tu fasses le DIU de microchir, il faut que tu fasses des mémoires, il faut faire ta thèse. Et là, en fait, c'est un peu le. Tu te dis, ben attends, j'ai travaillé en D2, en D3, en D4, je suis pas sortie. Voilà, j'ai travaillé à mort pour avoir cette putain de place à l'internat. Et en fait, là, finalement, en deuxième, troisième, quatrième année, tu te rends compte que, en fait, putain, rien n'est fait, quoi. Et tout est à recommencer, quoi. Tout est à revoir. Et en fait, ton métier de médecin, tu l'as appris, mais ton métier de spécialiste, et là, je parle de toutes les spécialités, que ça soit la médecine générale, que ça soit la chirurgie, l'anesthésie, la psychiatrie, en fait, tu réapprends tout en tant qu'interne. Alors, peut-être que la médecine générale, maintenant, avec les stages que vous faites un peu plus en médecine générale, un peu plus tôt, peut-être que c'est un peu moins vrai. Et encore, j'y crois pas, en fait. Je pense que la médecine généraliste, ça s'apprend vraiment en tant qu'interne, et tu réapprends toute une façon de faire, et puis tu apprends d'autres choses. Tu apprends la compta, tu apprends les feuilles de soins, tu apprends les relations avec les patients que tu n'as pas du tout appris en tant qu'externe. Mais donc moi, ça m'a vraiment fait chier de me dire que, en fait, il y a tout à refaire, quoi. Il y a tout à réapprendre. Alors, tu réapprends pas la même chose, mais en fait, il y a toute ta spécialité à rapprendre et encore faire des sacrifices. Alors, on tient parce que quand on a 24, entre 24 et 30 ans, et t'es dans la force de l'âge, et donc tu dors pas, tu fais la teuf, tu fais tes DU, tu dors en cours, parce qu'on avait des cours le samedi matin, et le mec il dit putain, c'est une honte, vous dormez. Et tu dors, parce qu'en fait le jeudi t'as picolé, le vendredi t'as été de garde, et le samedi matin, bah, en fait oui, tu dors, quoi. Parce qu'en fait t'as envie de dormir, et que tout son cours, tu t'en fous. Voilà. Donc tu tiens, parce que t'es vraiment dans la force de l'âge, quoi. Et que, encore une fois, moi je pensais pas j'avais la vie encore d'une étudiante. J'étais pas mariée, j'avais pas d'enfants, j'avais pas. Moi j'ai des collègues qui avaient ça, je sais pas comment ils faisaient, quoi. En chirurgie aussi. En chirurgie, ouais. Qui avaient déjà des enfants, qui avaient une femme, des enfants. Moi j'avais pas de mec, donc j'avais pas de. Ouais, c'était médecine. Médecine, et c'est Ouais. tout, en fait. J'avais médecine, mes études, donc c'était compliqué. J'ai pris un peu cher, parce que, quoi, et je pense que tous les internes, on a beaucoup fait la fête, mais en fait, finalement, on a énormément travaillé, quoi. Ouais. Voilà. Avec pas de repos de garde, c'était pas la norme du tout. Donc à Saint-Vincent, moi je faisais 36 heures de suite, c'était normal. Ce qui se fait plus, je pense, aujourd'hui, et ce qui est très bien. Donc il y a un taux horaire par semaine assez important. On était à 100. Moi je pense qu'on était à peu près à 100 heures par semaine. En moyenne. Ouais, en moyenne, ouais. Voilà, avec des pics à 120, des trucs à 80. Mais oui, on était plutôt à 100 heures par semaine. Ouais. Et dans le long, parce que du coup, c'est quand même 6 ans, c'est du long terme. Comment... Alors nous, on avait 5 ans d'internat. 50. 5 ans. Il n'y avait pas les docteurs juniors, voilà. Il y avait les 5 ans d'internat, et après les 2 ans post-internat, soit assistante, soit clinica. Voilà. Comment on tient? En faisant beaucoup la fête, en buvant beaucoup. Voilà. Pour relâcher. Pour relâcher la pression. Et en choisissant quand même des stages, parce que moi j'ai choisi j'ai essayé de ne pas trop être au CHU, mais ça m'a desservi après.
Pourquoi? Pour les postes de chef. Parce que alors voilà, il y a le concours, la première année, le deuxième concours à l'internat, et puis après, en chirurgie, il y a les postes de chef. Et les postes de chef, c'est un concours sans que son nom, sans qu'il y ait ce nom-là, en fait. C'est-à-dire que c'est à nous de trouver les postes de chef. Donc c'est à nous de savoir se positionner pour savoir où on va faire notre clinica ou notre assistana. Donc dans tout le cursus, on va faire des découvertes de chefs de service, et c'est à nous de savoir nous placer auprès de ces chefs de service pour qu'ils nous préfèrent à d'autres. Voilà. Donc, C'est de la compète c'est de la compète tout le temps. Voilà. Après, je parlerai des choses positives. Oui, j'ai des questions sur le positif aussi. Hein. Parce qu'aujourd'hui, je suis heureuse. J'imagine qu'on n'arrive pas là en souffrant du début à la fin. Et donc, mais c'est important de montrer ça ici, quoi. Et donc voilà, donc là il y a encore ça, donc il faut savoir se placer, il faut savoir, voilà, et d'où là ma place en tant que femme, en tant que chirurgienne orthopédique, où j'étais la première femme à chirurgie orthopédique à Lille à faire du membre inf. C'est-à-dire que toutes mes collègues avant moi, il y en a une avant moi d'ailleurs, une dans ma promo et une avant moi, celle avant moi faisait la main, et tout le monde a cantonné à la main, elle n'aurait pas pu faire autre chose. Et ma co-interne, pareil, elle faisait de la main, elle voulait faire de la main. Et même l'épaule. Elle n'a pas vraiment fait elle n'a pas été dans un service d'épaule, parce qu'on lui destinait pas à faire l'épaule. Et donc elle faisait de la main. Les gens décidaient pour elle, en fait. Enfin, on lui disait... Ouais, c'était de l'épaule. Ouais. C'était de la main. Elle n'est pas partie dans le service pour faire de l'épaule, parce que de toute façon, elle n'aurait pas eu de place pour faire de l'épaule, quoi. Parce que c'était une femme ? Parce que c'était une femme. Voilà. Parce que l'épaule, qu'est-ce que ça a comme... Rien. Et tout peut se faire par une femme. Oui, la hanche, le genou, tout. On est capable de tout faire. On est capable de faire tout et mieux que les hommes. Alors ça, c'est une vraie vérité. Comment ça se passe, ce sexisme-là dans les blocs ? Alors, c'est tout le temps. Alors moi, je pense que j'ai pris le parti de ne pas le voir. C'est-à-dire de faire abstraction de tout ça, mais c'est tout le temps. Les blagues sexistes, c'est tout le temps. C'est à tous les blocs. À chaque fois qu'on est de garde, à chaque fois que... Voilà. Alors, c'est plus ou moins latent, c'est plus ou moins ouvert, mais il y avait un chef de service à Lille, il ne savait pas nous dire bonjour. Il serrait la main à tout le monde, et nous, il nous disait quasiment pas bonjour, parce qu'il ne savait pas nous dire bonjour. Ça, c'est du sexisme. En fait, il aurait dû nous serrer la main comme à tout le monde. En fait, on s'en fout qu'on soit une nana ou un mec. Il n'allait pas nous faire la bise parce qu'on était une nana, en fait. Et il fallait... Alors, pour ça, le Covid, c'est très bien, parce que je pense que maintenant, ils font tous des checks, donc c'est parfait. Mais c'est pour mieux cacher, en fait. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, quand on parle, en fait, à des thèses, on a entendu des discours de parler de quelle mère les femmes feront en tant que maman, à une thèse de médecin et de chirurgien. Mais en fait, ça n'a rien à foutre là. En fait, c'est pas... En fait, on va pas parler à un mec de son rôle de père. Donc pourquoi on parlerait à une nana de son rôle de mère ? Et en fait, ils ont tellement... Et en fait, le système aussi est fait pour que si on tombe enceinte, et là, je dis vraiment tomber enceinte, et en fait, ils veulent pas, en fait, qu'on tombe enceinte. Et ils veulent pas de femme en tant que chef de clinique, ils veulent pas de femme en tant qu'interne, parce qu'on peut leur planter un couteau dans le dos en faisant un bébé, quoi. Et donc, les postes de chef, pareil, il faut se battre 12 fois plus pour être à l'équivalent d'un mec. Et il y a des blagues de sexisme et tout le temps. Moi, j'ai eu une anecdote. C'était pas sur moi. Alors, heureusement, parce que moi, j'ai aucune répartie. Je sais pas bien me défendre comme ça. J'ai ma collègue, on lui a parlé on faisait une arthroscopie de genou. Et à un moment, le chirurgien se tourne vers ma collègue et il lui a commencé à lui parler de la taille de ses seins. Et donc là, ma collègue que j'adore et qui a une répartie incroyable, elle l'a regardé dans les yeux et elle lui a dit « Est-ce que je vous parle de la taille de votre bite, monsieur ?» Alors moi, j'étais mais aux anges, je trouvais ça incroyable.
Elle a posé les gants sur la table et on s'est barré. Et c'est resté comme un con. Mais en fait, ça, c'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu dis que t'as pas de répartie. Parce que ça, c'était ma collègue qui a fait cette répartie, Ouais. c'est pas moi. Non, Moi, mais... j'aurais jamais pu dire ça, quoi. Moi, je me serais marrée, j'aurais fait un petit rire, voilà. Et en fait, j'aurais trouvé ça normal. Et en fait, non, c'est pas normal. Et donc maintenant, j'y fais vachement plus attention à tout ça. À ce que la nana... Alors après, j'ai eu des chefs de service incroyables, hein, parce que le premier chef de service n'était pas du tout misogyne. Alors, il n'était pas misogyne. Et puis, il y en a d'autres que j'ai fait changer. Voilà. Comment ? En leur montrant que les filles étaient aussi fortes que les mecs, étaient même plus fortes, et que en fait, ils avaient tout intérêt à prendre des filles parce qu'elles étaient plus travailleuses, plus exigeantes, plus sérieuses, et que malgré le fait qu'on puisse tomber enceinte, et ben, en fait, on était un atout pour leur équipe. Voilà. J'en ai fait changer 2-3, comme ça. Mais je les ai fait changer. Et donc, c'est un travail en plus. C'est un travail en plus que les mecs n'ont pas du tout. Et donc, pour les postes de chef de clinique, moi, il était hors de question que j'ai un poste en membrinf. Moi, je voulais faire du genou au départ. Ça a pas pu, j'ai pas pu avoir de poste là où je voulais. Voilà, parce qu'il y avait trop de mecs devant et que, en fait, je suis arrivée après la bataille, quoi. Même si j'étais plus compétente. Donc, j'ai pas pu avoir de poste de chef de clinique à Lille. Voilà. Donc, je m'y suis pris un peu tôt pour avoir un poste de chef à Paris. Donc, je suis allée faire un interchu à Paris pour avoir un poste de chef. Bon, ça s'est pas fait parce qu'à Paris, pour être chef, il faut avoir mis le pied dans le service. Et puis, en fait, 2 mois avant, ils m'ont dit que j'avais plus de poste de chef, donc j'ai dû me retourner. Voilà, pour mon internat un peu. Donc, c'est très ambivalent, cet internat. Parce que c'est des très belles années, avec des très bons moments de vraies fêtes, de vrais partages d'amitié, et des vrais moments de solitude où, pour le poste de chef, pour les DU qu'on doit faire, pour le travail qu'on doit donner, pour la fatigue, pour toute cette misogynie qu'on a supportée, voilà, c'est très ambivalent comme... Il y a des premières victoires aussi dans les premières chirurgies où on se sent bien, ou c'est toujours beaucoup de doutes. Non, il y a quand même des stages où j'ai pu opérer beaucoup, on me laissait faire, et heureusement qu'il y avait cette chirurgie, parce que finalement, je me rends compte que, et c'est ce qui me reste aujourd'hui, c'est j'aime opérer. C'est-à-dire que je suis très nulle en savoir, je sais pas lire un article, je lis pas les articles, je suis pas très bonne en tout ce qui est autour de la médecine, mais par contre la chirurgie, j'aime ça en fait, et c'est toujours le fil rouge de mes 13 dernières années, c'est que j'aime opérer. Et c'est vraiment alors il y a eu des déconfitures, et des choses qui ont été très dures, mais vraiment les opérations, c'est vraiment ce que moi j'adore, quoi. Je trouve ça hyper bien, j'adore opérer, et quand on voit qu'un patient va bien, qu'on le revoit et que tout va bien, c'est top. Voilà, il y a des victoires comme ça, alors qui sont un peu cachées par le reste, mais qui restent quand même. Voilà, quand moi j'ai un interne plus vieux qui vient de faire 2 semestres d'autre chose et qui me demande de rester avec lui parce que je sais faire et que lui non, c'est quand même, ça, c'est une victoire, quoi. Voilà. Et quand il y a des merci des gens, ça, c'est quand même une victoire, quoi. C'est vraiment... alors, c'est dur à voir, c'est des petits moments. Plus ça va, plus il y en a. Mais oui, ça, c'est des victoires. Ça, c'est des vraies victoires, et c'est vraiment où là... Alors, là, les premiers chocolats qu'on reçoit, c'est incroyable. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même incroyable. Voilà, et quand on voit que les gens vont bien, c'est quand même... c'est incroyable, quoi. Donc ça, c'est vraiment... ce que j'ai toujours aimé, quoi. Voilà, c'est incroyable, quoi. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai toujours aimé, quoi. Voilà. Et donc du coup, l'internat se termine. Voilà. Et là, vous partez. Donc là, je pars. Je pars. Ça a été hyper dur parce que finalement, mes potes que j'avais eus,
Ça s'est mal terminé parce que j'avais pas de poste de chef à Paris, à Lille, non pas à Paris, et donc on a essayé de trouver une solution à Lille, et moi je l'ai senti comme ça, peut-être que eux, a posteriori, ne l'ont pas fait comme ça, mais en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça. C'est que j'ai eu l'impression qu'ils me disaient non pour faire un poste partagé avec un super bon collègue. Donc en fait, j'ai pas pu rester à Lille un peu à cause d'eux. J'aurais posé la question en me disant est-ce que je dois aller à Perpignan. Ils me dit ouais, vas-y à Perpignan, ça va être génial et tout. Et j'ai eu l'impression qu'ils me mettaient un peu dehors. Et donc j'ai eu la chance quand même de trouver un poste à Perpignan par un bon pote de Lille. Son père connaissait l'équipe qui était à Nîmes, connaissait l'équipe de Perpignan où ils étaient en souffrance. Et donc moi j'avais déjà fait des remplats. Donc en fait j'ai pu trouver un poste d'assistante à Perpignan. Et alors, donc l'assistanat, ça consiste en quoi? Alors l'assistanat, c'est 2 ans après l'internat. Alors maintenant, je crois qu'il y a 4 ans d'internat de chirurgie, 2 ans de docteur junior, et après 2 ans de poste, tout ça. Et là, c'est soit un chef de clinique, soit un assistant. Le chef de clinique, il est là dans les milieux universitaires. Donc en fait, on est chef de clinique que au CHU. On a une part du salaire payé par l'hôpital et une part de salaire payée par la fac parce qu'on donne des cours à la fac. Quand on est assistant, on est dans un CH, donc on n'a rien à voir avec la fac, donc on a juste, entre guillemets, le salaire de l'hôpital. On n'a pas le salaire de la fac, donc ça c'est quand même moitié moins, mais on n'a pas les cours à donner à la fac. Voilà. Mais bon, quand on est chef de clinique, on a du temps libéré pour donner des cours à la fac, donc c'est mieux d'être chef de clinique parce qu'on est mieux rémunéré. Mais finalement, ça ne change rien. Après, ça ne change rien. Okay. Donc moi, j'ai pas eu de poste de chef de clinique. Et donc, j'ai une poste d'assistante à Perpignan. Donc là, je pars avec ma petite voiture, ma 106 de Lille pour faire la route jusqu'à Perpignan. C'était l'angoisse. Je connaissais pas grand monde. Et je me retrouve dans ce service un peu sinistré, dans un hôpital à Perpignan, pour faire mon assistanat. Et pas de bol, je savais pas, mais il y a un mec qui vient en même temps que moi. En fait, il y en avait une qui était enceinte, l'autre qui s'était pété son tendon d'Achille, le chef de service qui était en train de mourir d'une leucémie, c'était horrible. Hein. Et donc, il y a un autre chef de service qui est arrivé, donc ils étaient un peu en sous-effectif, donc ils ont pris quelqu'un d'autre pour faire du genou. Et moi, j'ai toujours voulu faire du genou. Et donc là, c'est un Italien qui aurait tué père et mère pour faire du genou. J'espère qu'il va pas écouter ce podcast. Mais c'est tout, c'est comme ça. Et donc finalement, on se retrouve à 2 sur le crâne du genou. Et moi, j'avais plus envie de me battre, quoi. J'avais pas envie de me battre pour. Et donc finalement, au lieu de me dire bon, je vais faire du genou, je me suis dit bon, je continue la hanche parce que je pouvais continuer la hanche. Il y a le pied, je vais essayer de développer la chirurgie du pied. Et donc je me suis inscrite à quelques formations. Et là, j'ai découvert que les Barcelonais, donc à 1 heure de train de Perpignan, étaient très forts en pied. Et donc, je me suis liée d'amitié avec un mec barcelonais qui travaille en clinique. Et donc, pendant mon assistanat, j'ai développé la chirurgie de la hanche et du pied avec l'aide de ce mec-là que je suis allée voir des semaines comme ça. J'ai fait 3, 4, 5 semaines chez lui. Donc ça, c'est 2 ans l'assistanat ? C'est 2 ans. Et après, 2 ans. Alors c'est, pour parler encore des choses dures, je pense que c'est des 2... Là, on entre dans le dur vraiment, c'est les 2 années ou les 3 années les plus dures de ma vie en tant que chirurgien. Ça s'arrête jamais. Hein. Oui, j'avais envie de dire, l'internat est passé. Alors l'internat c'est dur, mais il y a toujours quelqu'un derrière. C'est-à-dire que si on veut demander de l'aide, il y a des gens. Ils donneront l'aide qui donneront, mais en fait, on n'est jamais responsable de rien. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. Et il y a eu des histoires avec des internes, voilà, qui ont été responsables. Moi, je dis toujours aux externes, vous mettez le nom du senior. Pareil pour l'interne. L'interne, il est toujours sur la responsabilité d'un senior. Quand moi, j'aide l'interne, c'est mon nom. C'est pas l'interne qui est responsable, c'est mon nom. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et donc, en tant qu'interne, on est un peu, même en 5e année, en fait, on sait opérer, on a un peu le roi du monde, mais il y a toujours quelqu'un derrière. Surtout au CHU où on est un peu noyé dans la masse, et même si on fait quelque chose de nul, il y aura toujours quelqu'un pour le reprendre, et en fait, c'est pas notre responsabilité.
En tant qu'assistante, c'est fini. En plus, moi, j'étais assistante dans un milieu où je connaissais pas grand monde, où il y avait pas, j'avais pas des potes à côté où je pouvais demander de l'aide, donc j'étais toute seule. Et là, c'est vraiment les 3 années les pires de ma vie où j'ai voulu arrêter médecine, où je travaillais beaucoup, où j'avais pas d'aide, où j'avais des gardes. À Perpignan, on est à 1h30 de Montpellier, 2 heures de Toulouse. Et en fait, c'est des gros CHU. Et nous, on était un CH où il n'y avait pas d'interne de spécialité. Donc c'était un petit CH, mais qui faisait toutes les spécialités. Donc moi, un jour, on m'appelle en disant, il y a un mec qui passe sous son train, est-ce que tu peux le prendre en charge? En fait, j'ai dit non, en fait, je peux pas avec moi, avec mon équipe d'infirmières qui fait de la viscérale, mon interne d'ophtalmo, prendre en charge un mec qui est passé sous un train. C'est pas possible. Mais on avait des traumatismes énormes. Et donc, j'ai pris en charge des patients, des mecs qui avaient, je sais pas, 5 fractures ouvertes, quoi. Et j'étais toute seule. Et là, on est vraiment devant nos responsabilités. On regarde derrière. Hein. Il y a quelqu'un? Ah bah non, il n'y a personne. Il n'y a personne derrière. Il y a nous et nous-mêmes. Et puis après, on va voir le patient. Il y a des choses qui nous dépassent complètement parce qu'en fait, c'est de la chirurgie pointue, trop compliquée. On ne sait pas bien demander de l'aide, à qui demander de l'aide. Et là, alors là, j'ai voulu arrêter. J'ai pleuré 25 fois. J'ai voulu arrêter 1000 fois la chirurgie. Et là, c'est vraiment vraiment, c'était vraiment dur. Et mes parents étaient loin, donc et puis finalement, j'ai quel âge là? Je sais plus quel âge j'ai, mais On est j'ai en 2009, 2009, c'est ouais. ça, 2009, donc j'ai 30 ans, quoi. J'ai 30 ans, quoi. 30 ans, Ouais. moi, tous mes potes qui ont 30 ans, ils ont un boulot, ils sont bien, ils gagnent de l'argent, ils ont fait un peu leurs preuves déjà, voilà, quoi. Donc 30 ans, et alors je pense que c'est peut-être moins vrai dans d'autres stages, où mais quand même, moi j'ai un pote qui me l'a dit aussi, donc voilà. Et ça, personne le sait, personne te le dit, personne te dit qu'il faut que tu sois accompagné, soit psychologiquement, soit avoir des mentors et t'appuyer sur mes mentors. Et moi, j'avais pas de mentor. Et mon chef de service de l'époque, il n'a pas pris conscience tellement de ça, et je me suis bien entendue plutôt après, avec lui. Mais il a pas, je pense qu'il a. Et puis moi, j'aimais pas dire que j'allais pas bien, quoi. Mais là, vraiment, j'allais pas bien. Et il m'a fallu 3 bonnes années avant de me dire, ok, t'es un chirurgien, t'es valable, ce que t'opères, les autres ne l'opéreront pas forcément mieux que toi, et t'as une légitimité. Alors, et après, il y a aussi le fait que je suis pas très grande, je parais 12 ans, quand j'entre dans une chambre, encore aujourd'hui, quand je suis sûre que si on fait un sondage de tous les gens où je suis passée dans la chambre, ouais, c'était la stagiaire, alors que j'ai quand même plus de 45, quand je vais avoir 45 ans, donc c'est quand même... Voilà. Il y a aussi ça qui m'a desservi, et que quand on rentre, qu'on est grand, qu'on est un costaud, qu'on est un mec, voilà, il y a aussi une vision de la chose qui est un peu différente. Et que peut-être que les mecs ont un peu plus d'ego, donc se posent moins de questions que les femmes. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment 3 années très dures, très très dures que j'ai passées avant de me dire que j'étais vraiment légitime. Et Voilà. comment tu tiens quand même ces 3 ans? Parce que tu les as faites. Je sais pas. La niaque, la hargne, de pas avoir fait tout ça pour ça, et puis de dire que si j'arrête, qu'est-ce que je fais, quoi? Parce que finalement, j'ai quoi comme équivalence infirmier, alors c'est très bien. Mais putain, c'est dur, quoi. Ouais. C'est dur. Et après ces 3 années, donc après ces 2 ans d'assistanat, j'ai quand même demandé à être PH, donc j'ai passé mon concours. C'est dur? C'est une blague, le concours de PH. Ah bon? Une blague. En tout cas, en chirurgie, c'est une blague. En fait, ils regardent ce que tu as fait. Si tu as... Alors, c'est horrible ce que je veux dire, hein, mais si tu as un nom à peu près français, que tu as fait des études en France, que tu as publié un petit peu... Moi, j'ai publié 2 fois, hein, alors faut pas non plus déconner. Hein, et que tu as un poste qui t'attend, Moi, ils ont regardé plutôt mes jambes et ils m'ont posé des questions sur... ils m'ont parlé de Perpignan parce qu'il y avait le frère de je sais plus qui était à Perpignan. Ils m'ont plus parlé de ça plutôt que mon projet de ce que j'allais développer, quoi. Et donc en fait, si on a des bonnes lettres de motivation, qu'on a un cursus normal, qu'on a une place qui nous attend, c'est une formalité. Ça suffit. Voilà. Donc j'ai passé mon concours de PH. Et après 1 an de probatoire où j'ai été... alors je sais pas si c'est... J'ai été
on a 1 an de probatoire et après on est PH, on signe le PH et là, entre guillemets, il ne peut plus rien t'arriver. Donc, bien sûr qu'il peut t'arriver des choses, mais t'es employé et Tu souffles un peu? Et ben je pense que tout ça, ça a correspondu à un moment où j'avais un peu de légitimité et que la contrainte de la chirurgie a commencé à diminuer sur le bonheur d'opérer. Vraiment. On a parlé de l'internat où il y avait quelques petites victoires, où tu disais que c'était bien. L'assistanat, je trouve que tu prends tout dans la tête parce qu'en fait, t'es toi avec tes patients, t'as personne derrière, donc tu prends tout de face et t'es pas du tout préparé. Et après vient l'époque où t'as quand même un plaisir d'opérer, t'as pas peur d'opérer. Voilà. Il y a des choses que tu fais et l'expérience en fait. C'est vraiment l'expérience. Ouais. Et en fait, tu dors bien. Voilà, toutes les nuits, t'es pas en train de te dire putain, demain j'ai ça, je vais pas y arriver et tout ça. Quoi. Et donc, petit à petit, la balance s'inverse en disant que tu commences à opérer et t'as des choses que tu sais faire et que tu sais bien faire. Et alors, il y a toujours des trucs durs, mais t'as des trucs que tu sais bien faire. Et donc, la balance petit à petit s'équilibre. Et là, j'ai commencé à me dire, ok, je serai chirurgien. Voilà. Mais c'est que... Mais jusqu'avant, tu Jusqu'avant, pas... non. Non. Avant, j'ai voulu arrêter 20 fois, j'ai voulu... ouais. Voilà. Donc, c'est c'est un vrai sacerdoce. Voilà. Et donc, j'ai vraiment voulu arrêter 20 fois parce que c'était trop compliqué. Parce qu'en plus... Alors après, ça, c'est le côté aussi personnel. Hein. Moi, j'avais pas de mec à l'époque. Pendant l'internat, non, si au début de l'internat, mais après ça s'est vite fini. En tant que chef assistante, j'avais pas de mec. Et que après, en tant qu'assistante, tu commences à quand même ressortir un petit peu aussi. Et puis quand tu rencontres des gens, tu fais quoi? T'es chirurgien? Comment ça, t'es chirurgien? Mais t'opères? Oui, bon, c'est un peu le concept d'être chirurgien. Et les mecs, hop là, ils dévient la tête et en fait, tu leur fais peur, quoi. Et donc, c'est quand même dur parce que finalement, tu as fait tout ça. Tu dis que tu vas arrêter parce que ton métier, c'est de la merde, c'est trop dur. Voilà. Et puis en plus, tu trouves pas de mec. Donc c'est quand même voilà, un vrai... Et je pense que j'ai pu me mettre en couple au moment aussi où moi, j'étais mieux dans ma tête, mieux dans ma vie. Où j'ai pu... où cette balance... Elle s'inversait et j'étais de plus en plus heureuse d'opérer, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'opérer et j'adore ce que je fais, quoi. Et vraiment, la salle d'opération, c'est vraiment un bonheur d'y être tous les jours. Voilà. Du coup, si on repart un peu, donc là, t'es PH à Perpignan. Donc, je suis praticienne hospitalière. C'est ça, donc PH à Perpignan, j'ai signé. Et là, j'ai développé mon activité de pied-cheville. Voilà. Donc là, je suis avec les Barcelonais. Donc, je suis allée me former. Et là, j'essaie de développer toute cette activité de pied-cheville. Et j'y arrive parce qu'il y a personne qui faisait que du pied et de la cheville dans le secteur. Et donc, ils faisaient tous un peu de pied avec la hanche du genou du pied. Et donc, j'arrive à développer mon activité. Voilà. Et il y avait un mec en clinique, qui était mon pote, qui faisait épaule-pied. Voilà. Mais en fait, finalement, la population n'était pas du tout la même. Je suis même allée le voir, je lui ai demandé des conseils sur des trucs. Donc, lui était hyper cool, il n'y avait aucun souci. Et sa femme était chirurgienne. Donc lui, pareil, pas de problème de misogynie, pas de problème de truc. Il était hyper à l'écoute quand je l'appelais. Voilà. Donc ça, c'était top. Et donc, j'ai pu vraiment me développer mon activité à l'hôpital de Perpignan où j'ai aimé développer cette activité. Donc, c'est quoi une semaine type de praticien hospitalier Oh, punaise. À quoi ça ressemble? Ça ressemble... donc, il y a généralement deux jours de consulte. 2 jours où tu fais que consulter. Donc les consultations, c'est des gens qui sont en post-opératoire? Alors, il y a des gens... il y a les premières fois. C'est-à-dire que tu vois les premières fois pour la première fois. Ils viennent te voir parce que c'est un problème de pied. De pied ou de cheville. Alors après, à toi de voir si tu fais une partie le matin pied pour la première cheville, ou tu mélanges tout, ou tu fais ce que tu veux. Moi, je sais que mes premières fois, je suis un peu longue à la première fois, parce que j'aime bien examiner bien les patients, ce qu'on n'apprend plus en médecine, hein, clairement, d'examiner les patients. Mais moi, je me fais un devoir de le faire. Et donc, je fais une demi-heure. Donc, en fait, je me garde une matinée ou un peu plus d'une matinée pour vraiment bien voir ces premières fois.
Après, moi, j'ai une autre demi-journée de post-op. Donc, en fait, je vois tous mes post-op, les gens que j'ai déjà opérés. Après une demi-journée de suivi, donc des gens que je les ai vus une première fois, je leur fais une scintille, je leur fais une IRM, je les revois. Comme moi, je fais beaucoup de pieds, il y a pas mal de pansements, donc j'ai une demi-journée aussi de pansement où je vois à 15 jours, 3 semaines mes hallux valgus, je les ai opérés, je refais le pansement et je vois ce que ça donne. Voilà. Donc ça, c'est des matinées de consultation, donc des premières poids, des post-op, des suivis et des pansements. Et donc généralement, ça prend à peu près 2 jours. Et après, il y a 2 jours environ de bloc opératoire. Alors après, là, les 2 jours, ça dépend des hôpitaux. Ça peut être une journée où tu fais que du pied de la cheville, une journée où tu fais que des urgences, ou 2 jours où tu fais que des urgences. Et après, tu fais aussi un peu, et après, tu fais la visite. Et après, le reste du temps, tu fais la visite dans le service. Alors après, il y a des hôpitaux où c'est les chirurgiens qui font la visite dans le service, c'est pas des médecins généralistes ou les anesthésistes. Donc ça prend quand même pas mal de temps. Ça dépend un petit peu des hôpitaux, mais en gros, un chirurgien a à peu près 2 jours de consulte et 2 jours de bloc opératoire. Et après, le troisième jour, c'est soit de la consulte, soit des urgences, soit voilà, à peu Tu près ça. t'épanouis dans les deux activités parce que du coup, Alors non, moi, au début, oui, et maintenant, moi, je préfère la traumato, les urgences. J'en ai fait 15 ans, j'en ai fait beaucoup, j'en ai marre, en fait. Et puis, c'est pas très gratifiant, parce qu'en fait, les gens qui se cassent quelque chose, ils vont toujours aller moins bien que quelqu'un qui a programmé sa chirurgie. Donc et puis c'est plus stressant parce que c'est plus difficile finalement. Et puis les résultats sont moins bons, donc c'est moins gratifiant en fait. Voilà. Et par rapport à l'activité de consultation et l'activité de bloc? Alors les chirurgiens détestent l'activité de consultation parce qu'ils parlent aux gens. C'est ça. C'est On connu adore, comme ça. voilà, c'est connu comme ça. Et on adore l'activité de chirurgie parce que c'est manuel, c'est là qu'on est dans notre élément. Moi, j'y vais toujours avec les pieds de plomb consulter. Mais finalement, j'y trouve mon bonheur parce que je me focalise pas que à la chirurgie. Je vois le patient dans sa globalité. Et puis, je leur demande des nouvelles de leur famille, de comment ils vont eux, Donc, en fait, moi, je m'intéresse à toute cette partie-là qui est aussi intéressante en chirurgie parce que de temps en temps, on peut suspecter que le mec, il vient parce qu'en fait, tout va mal dans leur vie et qu'en fait, le pied, c'est pas le problème, quoi. En fait, le problème, c'est son travail, le problème, c'est autre chose et que probablement, on va l'opérer et en fait, il va être au même point après. Et que le problème, il se situe pas là. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien faire le tour du patient. Et finalement, c'est ça aussi qui rend la consultation sympa. Parce que on voit le bonheur d'une mamie qui va être remamie, on voit, et en fait, qui nous font partager tout ça. Et en fait, c'est ça qui fait que la consultation, elle est sympa, quoi. Et donc, hier, j'avais une P2 avec moi qui a halluciné sur ma consultation. Parce qu'en fait, on a parlé de moitié de chirurgie, moitié d'autre chose, et elle a adoré ma consultation parce qu'en fait, on sait pas, parce que moi, je m'épanouis en parlant d'autres choses avec mes patients. Ouais. Voilà. Et ça, je donne suis aussi, arrivée à le faire, en fait. ouais. Ça donne aussi de la 3D, en fait, Tout à fait. aux opérations. Exactement. Et qu'il y a autre chose dedans. Et qu'elles prennent vie, en fait. Exactement. Et puis le fait de parler d'autre chose, même quand on est au bloc et qu'on sait qu'on parle d'autre chose avec les patients, en fait, ça leur fait passer un moment beaucoup plus agréable. Et donc, ils vivent ça mieux. Et mieux ils vivent leur chirurgie, mieux ils vont aller après. Ouais. Voilà. Alors après, je pense que je suis un peu un ovni sur mes consultes. Je pense qu'on est de plus en plus à le faire quand même. Mais c'est pas la majorité des chirurgiens, quoi. Voilà. Et en fait, maintenant, j'y prends bonheur à cette consultation. Donc même la consultation, j'aime bien. Voilà. Bah, au moins, on est à la bonne place, quoi. Et donc, dans la carrière hospitalière, donc en fait, c'est les CH, dans tous les cas, ou CHU. Ouais, tout mais à donc, fait. il y a des internes qui viennent, qui apprennent de toi. Exactement. Ça te fait quoi de prendre cette place-là après avoir appris, toi, du coup? Alors, j'y fais hyper attention. Parce que je trouve que c'est dur. C'est dur d'être interne, c'est dur d'être docteur junior, c'est dur d'être assistant. Et donc, plus ça va, plus j'y fais attention. Moi, je sais que... donc maintenant, je suis... Donc après être à Perpignan, je suis à Tourcoing. Pour des raisons personnelles. Et en fait, à Tourcoing, il y a quand même beaucoup d'activités. Et c'est vrai que moi, je fais attention à ce que mes internes déjeunent, que moi, je déjeune pas, mais mes internes déjeunent parce que c'est important, que c'est moi qui ai choisi d'être là
En fait, eux, ils n'ont pas forcément choisi leur place. Ils sont obligés de choisir par rapport à des stages. Donc, ils savent qu'ils vont beaucoup apprendre, ils savent qu'ils vont beaucoup donner, mais moi, je fais vraiment attention à eux. Donc, je leur apprends, je pense, beaucoup. J'espère leur apprendre dans la bienveillance. Alors, peut-être pas tout le temps, parce qu'on peut pas être bienveillant tout le temps, et que moi aussi, je suis énervée de temps en temps, hein, mais voilà. Mais j'essaye que mon apprentissage soit adapté à chacun. Alors c'est plus facile avec certains, c'est moins facile avec d'autres, mais que je les englobe de bonnes choses, d'ondes positives. Alors je n'arrive pas à le faire tout le temps, mais moi j'aime bien ce rôle-là. J'aime bien ce rôle d'accompagner. Passation un peu. De passation, ouais, et je pense que vraiment c'est un compagnonnage. Et moi j'ai eu la chance d'avoir des vrais compagnons des vrais gens qui m'ont appris des choses et qui m'ont accompagné. Alors pas à tous les stages, pas tout le temps, mais vraiment avec des vraies figures importantes pour moi. Et donc j'essaie de leur retransmettre tout ça, tout ce que moi j'ai appris d'autres personnes, pour qu'ils soient bien et qu'ils apprennent bien. Et je fais vraiment attention à eux, ouais. C'est pas difficile de déléguer aussi de Hyper difficile. Mmh. Hyper difficile parce que... Alors pour la traumato, pas trop, parce que de toute façon la traumato c'est comme ça, c'est eux qui font, et que je pense que même si c'est moi ou eux, ça sera à peu près faire la même chose. Après sur les blocs programmés que moi j'ai programmés, effectivement c'est difficile. Voilà. Et c'est du pas à pas, quoi. C'est pas, voilà, et puis je le fais pas tout de suite, quoi. Voilà, j'attends de voir un peu leurs preuves en traumato avant de pouvoir le faire. Et après, si jamais je dois reprendre la main, je reprends la main. Moi je veux que le résultat soit égal, que ce soit moi qui opère ou mon interne qui opère. Voilà, je déteste faire en sorte que... Enfin, je déteste que ça soit pas le même résultat entre moi et mon interne. Voilà. Ça, je fais hyper attention. Et du coup, quand on est chirurgien et que c'est acté, entre guillemets, il y a des moments où... comment on fait s'il y a une erreur ou s'il y a quelque chose qui se passe pas comme on veut dans l'opération? Moi, je leur dis aux patients, avant de les opérer, je leur dis qu'il y a des erreurs. Il y a des erreurs de côté, il y a des erreurs d'identité. Tant qu'il y aura de l'homme dans la médecine, il y aura des erreurs. Donc en fait, ça fait partie du jeu. C'est horrible, mais ça fait partie du jeu. Et donc, j'assume. C'est-à-dire que si j'ai fait une erreur, je vais voir le patient et je lui dis. Le fait de cacher la vérité, je pense que c'est le pire. Et quand on a fait une erreur et que le but du jeu, c'est de la réparer, il t'en voudra toujours moins que si tu as fait une erreur et que tu la répares pas. Et je pense qu'il faut mieux assumer plutôt que cacher, parce que les gens, ils t'en voudront toujours plus d'avoir caché et de se sortir eux cons. Pris pour des cons aussi. Et pris pour des cons. Alors que en fait, ils sont complètement... ils savaient très bien ce qui devait se passer. Voilà. Donc, alors après, je reviens sur un mot. Tu dis, maintenant que tu es chirurgien. Encore une fois, ça, je pense que ça fait 2-3 ans que je le dis. En disant, je sais pas, maintenant j'ai des enfants et c'est quoi la profession? J'ai toujours mis dans la santé, médecin. Voilà. J'ai jamais assumé mon rôle de chirurgien. Et ça fait que 2-3 ans où maintenant je dis, ouais, je suis chirurgien. Je peux l'assumer, quoi. Alors, elle vient d'où cette légitimité maintenant? Je pense que c'est le temps, je pense que c'est l'expérience, je pense que c'est le retour des patients, je pense que c'est un tout qui fait que ça. Mais c'est peut-être d'entendre mes enfants le dire aussi, mais c'est pas... Il y a 10 ans, tu m'aurais posé la question, t'es chirurgien? Je dis non, je suis médecin. Voilà. Il y a des moments dans ta carrière où ça t'a marqué par, je sais pas, des rires, des échanges avec des gens, des choses qui t'ont marqué, où tu t'es dit ce métier est incroyable, où c'est plus un quotidien qui fait que tous les jours on se sent bien maintenant? En fait, ça, je me le dis que mon métier est incroyable quand je prends du recul par rapport à ce que je fais. J'ai eu, donc, avant d'avoir les résultats de l'internat, cette fameuse place, j'étais en chirurto. C'était mon dernier stage et après, je partais en vacances. Et donc, le dernier bloc où j'ai mis cette casaque. Alors, c'était encore des casaques en tissu. Alors, ça fait un peu vieux, mais c'était encore des casaques. Et j'ai mis cette casaque et je me suis dit, putain, c'est peut-être la dernière fois que je passe une casaque de ma vie.
Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Ça m'avait assez perturbée. Et de temps en temps, je repense à ça. Et quand je m'habille, et quand je vais faire le métier que je fais, ça m'émeut, je trouve que ça va. Oh. Je vais pleurer aussi, moi. Et je trouve ça hallucinant, je trouve ça hyper incroyable. Alors, le rendu des gens, oui, parce que, mais j'ai pas de choses comme ça qui est hyper, qui me reste en tête avec des gens qui étaient hyper émus et tout ça. Mais en fait, moi, tous les jours, quand je vais dans ce bloc opératoire et que j'opère et que je fais ce que j'aime, et que je sais que je le fais bien maintenant avec beaucoup d'empathie, et ben c'est ça que je trouve merveilleux. Donc c'est pour ça que je dis que aujourd'hui, je suis heureuse de faire ce que je fais. Et je crois que pour rien au monde, je changerais. Ça a mis du temps, mais pour rien au monde, et c'est ça qui est incroyable. C'est le fait d'opérer un hallux, de voir un pied tout tordu, et qui est tout beau derrière, et qu'à 3 semaines, je le vois, il est magnifique. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc en fait, tous les jours, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Et et voilà, et quand je suis dans un bon move et que là, mardi, j'ai fait une journée opératoire qui était incroyable, c'est dingue, quoi. C'est ça qui est incroyable. C'est tous les jours qui est incroyable. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc en fait, tous les jours, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Et voilà, et quand je suis dans un bon move et que là, mardi, j'ai fait une journée opératoire qui était incroyable, c'est dingue, quoi. C'est ça qui est incroyable. C'est tous les jours qui est incroyable. Voilà. C'est beau. Et donc Oui, il y a de l'émotion. Et du coup, on va parler un petit peu de la vie à côté. Ouais. Parce qu'on parle beaucoup médecine. Donc, tu m'as dit que c'était vers 2010. Donc, ouais, c'est ça. Que tu te mets en couple. Ouais, c'est ça. Donc, 2010, on est à Perpignan. On est à Perpignan. En fait, j'ai un copain que j'ai rencontré à Lille, qui est un pote, qui est un très bon pote de mon ex, de mon ex petit copain, et qui est resté malgré que mon copain de l'époque soit parti, on est resté amis. Et lui, il est venu dans le sud pour faire du surf, parce que c'est un surfeur. Et donc, il était à Anglette. Et à Anglette, qui est près de Bayonne. Donc, moi, comme j'étais à Perpignan, en 2007, ou 2008, 2009, 2010, 2007, 2008, 2009, comme on n'était pas loin, on était à 5 heures, et en fait, et qui faisait les fêtes de Bayonne, bah moi, à chaque fois, je voulais faire les fêtes de Bayonne, donc je l'ai appelé, on est resté assez en contact avec des mails, avec plein de choses, et donc en fait, je suis venue faire les fêtes de Bayonne en 2007, en 2008, en 2009 chez lui. Et à chaque fois, on fricotait, et puis après, rien ne se passait, voilà. Jusqu'à la dernière année où, finalement, lui, il avait des vues sur quelqu'un d'autre, bon, ça s'est pas très bien passé, et donc, on s'est un peu quitté, un peu fâché sur ces dernières fêtes de Bayonne. Et donc, moi, je me suis dit, bon, c'est fini, j'y pense plus. Moi, j'étais amoureuse depuis un petit moment, j'y pense plus, je fais autre chose. Voilà, j'essaie de me reconcentrer. J'allais un peu mieux au niveau chirurgical, donc je me suis remis je sortais, mais voilà, j'étais un peu plus en chasse, entre guillemets, en prospectant, pour voir autre chose, pour faire autre chose de ma vie et voir si je pouvais avoir un mari et des enfants. Parce que c'est toujours été un projet, même, voilà. Et puis qui arrivait 30 ans, que j'étais toujours célibataire. Bon, c'était pas... J'avais 30 ans, c'était pas encore une catastrophe pour moi. Et finalement, c'est lui qui est revenu vers moi. Chaque fois qu'il picolait un peu le soir avec ses potes, il m'envoyait des messages à 3h du mat, des petits textos et tout ça. Et puis on s'est revus, il est venu à Pâques, à Perpignan, passer 5 jours. Et puis finalement, là, on est ressortis ensemble. Alors, quand ils sont sortis ensemble, je dis, ah non, ça n'a pas recommencé. On ne va pas refaire. Voilà. Et puis finalement, on s'est mis ensemble. Et là, ça a duré. Et lui, ça faisait pas mal de temps qu'il était célibataire aussi. Donc en fait, on était à distance. Donc moi, j'avais ma vie. Lui, il avait sa vie. Il était à Anglette. Après, il a été muté à Agen. Donc on était à 3 heures de route. Donc on était loin, mais finalement pas si loin que ça.
Et lui, ça lui allait bien, parce qu'en fait, on a commencé vachement doucement notre relation. Et lui, il a pu continuer à être un peu, à sortir comme il voulait, à faire ce qu'il voulait. Voilà, pendant 2 ou 3 ans, on a été comme ça. 3 ans, je crois. On a été à distance. Donc là, toi, tu es déjà praticien hospitalier. Moi, je suis déjà praticienne hospitalière, voilà. Et en 2000, ouais, c'est ça. Je viens d'être praticienne hospitalière. Et donc pendant 3 ans, on est à distance. Donc après, on part en vacances un peu. Au début, un petit peu. Puis après, plus ça va, plus on part tout le temps en vacances. Et puis lui, il a demandé sa mutation à Perpignan. Et au bout d'1 an et demi, je crois qu'il a demandé sa mutation. Et puis il a mis 1 an et demi à l'avoir. Donc au bout de 3 ans, on a pu habiter ensemble. Et Est-ce que la cohabitation avec... C'est quand même une façon de vivre assez particulière, la chirurgie. Ouais. Et est-ce que du coup, ça se passe super bien parce que justement, vous avez deux activités très différentes ouais. et ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde. Ouais. Ouais, ça arrange tout le monde. Il comprenait aussi des fois les faits de pouvoir rentrer plus tard ou d'être prise par... Alors lui, il travaille tous les samedis déjà, aussi, D'accord. parce qu'il travaillait Decathlon au magasin. Donc lui, il avait quand même des gros horaires aussi. Lui, il faisait 8h, 20h. Donc c'est quand même des gros horaires. Il n'avait pas de week-end, parce qu'il travaillait tous les samedis. Donc finalement, l'un dans l'autre, Vous y retrouviez. on travaillait beaucoup tous les deux et on s'y retrouvait. Ouais, tout à fait. C'est peut-être maintenant qu'il se retrouve moins. Mais ouais, non, il s'y retrouvait, il n'y avait pas de souci. Puis lui, comme ça, il pouvait aller faire du surf pour les kiter. Il a fait pas mal de kites. On s'est mis au kite à Perpignan. Donc, non, lui, ça lui allait, quoi. Voilà. Non, ça, il n'y avait pas de souci particulier par rapport à ça. Et puis, en plus, lui, il avait vécu quand même 5 ans tout seul. C'est bête. Mais il savait faire une lessive, il savait faire le ménage. Il savait, c'est pas un mec... c'est pas un boulet, quoi. C'est pas et ça, je pense que je m'en suis pas bien rendu compte au départ, mais vraiment, en fait, il faisait la bouffe, voilà, il faisait les courses, les ménages, mais en fait parce qu'il avait vécu tout seul, donc en fait il savait ce que c'était. Donc finalement, ça nous a pas mal aidé aussi. On était vraiment tous les deux bien. Chacun avait sa place. Chacun avait sa place, Ouais. exactement, tout à fait. Et puis en fait, en plus c'est un mec vraiment vraiment pas compliqué, quoi. Non mais on s'engueule jamais. Il fait des compromis, il n'aime pas le conflit. Voilà, donc j'ai un peu tiré le gros lot, mais voilà, ça c'est plutôt bien. Et puis ça s'est fait doucement aussi. Voilà, parce que les 3 ans, on n'a pas été ensemble, ça s'est vraiment fait doucement, quoi. Voilà. Donc quelque chose de très sain. Exactement, ouais, de simple et de sain. Voilà, alors après, dans la seule chose qui a été un peu plus... Où moi, j'ai mis... En fait, j'avais 35 ans, et là, j'ai quand même un peu mis la pression pour le bébé. Il est plus pas jeune pour le ou mariage, plus vieux? il a 2 ans de moins. Voilà, il est plus jeune. Donc là, je lui ai un peu mis la pression pour le bébé. Alors, en fait, encore une fois, c'est... Si je pouvais avoir un bébé tout de suite, que j'avais pas de problème, bah, je me dis, bon, on peut attendre. Mais en fait, il y a plein de gens qui ont du mal. Et si je me disais qu'on mettait 2-3 ans à avoir un bébé, j'avais envie de le faire assez rapidement, quoi. Voilà. Commencer à 38 C'est ça, pour avoir en fait, un il se passe enfant 3 ans d'écart. Exactement. Voilà, donc ça, c'est... Voilà. On était bien ensemble. Bon, on était bien ensemble. On était... On s'est très vite dit que notre vie, on la ferait ensemble. Ça a été assez une évidence. Ouais, on n'a pas trop... on s'est pas trop posé de questions. Voilà, sur ça. C'était le moment. C'était le moment, et lui était bien. Moi, ça faisait longtemps que je l'attendais, 10 ans. Voilà, et lui finalement, voilà, il pensait quand même pas mal à moi. Même voilà, qu'on soit sortis ensemble au fait de Bayonne à chaque fois, c'est qu'il y avait quand même quelque chose. Voilà, il avait parlé de moi à ses parents. Voilà, c'était un peu une évidence. Et puis les 2 ans qu'on a passés à Perpignan avant d'avoir des bébés... parce que ouais, c'est ça, 2009, et je suis partie en 14. Ouais, donc ça fait 5 ans, ouais, donc on a fait les 2 ans qu'on a passés ensemble, c'était fluide, quoi. C'était parfait, quoi. Donc c'est 2013-14, on lance le projet bébé. On lance le projet bébé. C'est ça, 2013, on lance le projet bébé. Et donc ça fait 3 ans qu'on était ensemble. Donc finalement, on a vécu finalement que quasiment 1 an ensemble avant de lancer le projet bébé ensemble, quoi. Voilà. Et on a... Parce que en fait, j'ai mis quasiment 1 an à tomber enceinte. Voilà. Donc j'ai mis 1 an à tomber enceinte. Mais finalement, on était bien quand même, quoi. Parce qu'on était tous les deux et que voilà.
Et donc, petit garçon, quoi, petit bébé, parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Et donc, je suis tombée enceinte. Et donc là, lui, en fait, ça a correspondu, c'était pas mal, parce qu'en fait, ça correspondait au moment où moi, je me suis arrêtée. Et finalement, lui, il a été muté à 4. Et j'ai demandé ma mutation. Je me suis finalement, en fait, à Perpignan, je me suis arrêtée et je revenais pas. Donc en fait, il finissait mon congé mater, mais comme je revenais pas, il pouvait déjà embaucher quelqu'un, même si, parce que c'est la Sécu qui me payait ou je sais pas quoi. Et comme ça, ils avaient encore un peu à payer, mais ils pouvaient prendre quelqu'un d'autre. Ils n'avaient Parce pas que à normalement, attendre. ils sont pas censés... Enfin, Normalement, ils ils peuvent sont pas te pas. remplacer. Ouais, exactement, ils pouvaient pas me remplacer. Alors que là, comme je leur avais dit que je partais après, j'étais mutée, pour eux, ça les a pas embêtés. Mais comme ça, ils pouvaient déjà pas attendre que je revienne pour voir si je partais et prendre quelqu'un d'autre. Là, ils pouvaient déjà faire le commencement de trouver quelqu'un d'autre. Et donc, tu t'arrêtes à combien de mois? Alors, je m'arrête tôt parce que j'ai fait des MAP, donc j'ai fait des menaces d'accouchement à 5 mois. Ah oui. À 5 mois de grossesse, je suis alitée. Et j'arrête de travailler. Je sors les poubelles, je me fais engueuler par ma sage-femme à Castres parce que elle me dit mais vous sortez les poubelles. Je dis bah oui je sors les poubelles. Oui non mais vous êtes alité en fait, vous n'avez pas le droit de sortir les poubelles. Là, c'est le Voilà. choc de Là devoir c'est un peu s'arrêter. là c'était un peu dur. Puis en plus on était à Castres donc nos familles sont pas du tout. Moi ma famille est parisienne, la famille de Simon est lilloise. Donc en fait on n'avait pas grand monde. On connaissait pas grand monde à Castres. Et donc, on connaît personne. Et donc, voilà. Donc là, je reste, je me mate des séries, je reprends contact avec des copines à Lille. Voilà, je fais pas grand-chose. Alors, ça m'arrive pas bien. Mais Bah finalement, ouais. je prends ce moment pour... et en septembre-octobre, il faut quand même bien bon à Castres encore. Donc, voilà, pour prendre un peu de temps pour moi, de préparer l'arrivée du bébé. Puis finalement, c'était pas mal d'avoir... 3 mois et demi, parce qu'en fait j'ai accouché plus tôt, 3 mois, parce que j'ai accouché à 8 mois et une semaine, donc voilà, c'est pas mal de prendre ce temps-là pour réaliser que j'allais être maman. Voilà. Bon, je vais Ça pas a laissé de réaliser, la mais place aussi. exactement. J'ai plus réalisé, pas totalement, de ce que c'est qu'être maman, mais parce que c'est un gros choc, mais c'était pas mal d'être alitée, et finalement, voilà. Donc j'avais une super sage-femme, un super mari, et donc voilà. Et donc il y a eu un petit Paul qui est arrivé, qui est un castré, voilà, qui est arrivé, et pour notre plus grand bonheur, à Castres. Voilà, donc c'était top, c'était c'était des belles années, Castres, quand même. Voilà, moi je m'embêtais un peu parce que je trouvais qu'on n'était pas assez de lien social, mais c'était des belles années quand même. Voilà. Et tu reprends combien de temps après l'accouchement? Alors je reprends 2 mois et demi, je suis noire et or, je suis maman, mais pas vraiment maman. Pourquoi? Dans quel sens? Parce que je me rendais pas compte de ce que c'était que d'être une maman. Je me rendais pas compte qu'un enfant avait besoin de sa maman, je me rendais pas compte que je pouvais allaiter plus longtemps, que j'aurais pu continuer à travailler en allaitant, que... En fait, j'ai accouché, point. En fait, c'est pas une maladie, c'est pas un état. J'ai accouché, c'est très bien, je suis maman, mais... voilà. La vie continue. La vie continue. En fait, je suis maman, mais en fait, je suis chirurgien. En fait, je suis médecin. Et en fait, je dois continuer mon travail. En fait, le fait d'être maman, oui, j'y arriverais bien, en fait. Tout le monde arrive à être maman, mais donc, voilà, quoi. Et j'ai pas appris du tout la dimension d'être maman. Vraiment pas du tout. Et autour de moi, ça se passait comme ça, quoi. On reprenait à 2 mois et demi, et puis je crois que j'ai pris une semaine de plus pour aller en vacances au ski, voilà quoi. Voilà. Et puis au ski, j'ai laissé mon bébé, on était allé faire 3 jours avec mon mari, c'est mes beaux-parents qui gardaient Paul. J'étais pas du tout dans le move maman. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui m'avait fait choisir l'orthopédie, pas la gynéco, c'est que moi, l'obstétrique, j'ai pas du tout aimé l'obstétrique, ce côté de devenir maman, ça n'avait pas du tout touché une corde sensible en moi. Voilà. Donc, je deviens maman sans être vraiment maman. Donc, le lien avec Paul, il est quand Il même est là. là. Il est là. Je l'aime de tout mon cœur. Je lui fais des câlins, parce qu'on est très câlins quand même à la maison. On s'en occupe tous les deux. C'est vraiment... vraiment Simon et moi. C'est pas moi, c'est Simon et moi. Je lui laisse l'habiller n'importe comment. Quand la première fois, il m'a dit comment je l'habille, je dis j'en sais rien, tu l'habilles comme tu veux, avec du rose, du bleu, du rouge, un body, pas de body, il aura froid, il aura pas froid, c'est toi qui gères. Pour lui laisser prendre sa place de papa, parce que j'ai eu une maman qui était très
Mhm. très invasive, très envahissante, pas invasive, très envahissante, et donc en fait qui a pas laissé papa faire, donc moi je voulais pas du tout ce schéma. Et donc au début il savait pas comment l'habiller, et puis au bout d'un mois il savait très bien l'habiller, hein, comme moi, hein, voilà. Et donc on est très tous les deux s'occuper de voilà. Et puis dès le départ il sort beaucoup avec Paul, il va au parc, voilà, il est Investi. très investi, Mm. voilà. Et puis se pose très vite la question du deuxième pour faire le deuxième tout de suite, quoi. Mm. Voilà. Et donc je suis maman, je prends pas, sans prendre la dimension que j'ai pris plus tard, je prends pas cette dimension de réaliser que j'étais maman, tout en étant maman quand même, en m'en occupant bien. Et donc là, on fait le deuxième. Parce que Paul fait ses nuits à 2 mois et demi, donc ça va, je le biberon et tout. On fait le deuxième. 2015 se pose le projet du deuxième, donc 2014 j'accouche en novembre, 2015 direct, moi je dis oh là là, faut y aller quoi. Ah ouais. Ah ouais. Je dis ouais, il faut. Ah ouais, 2015, milieu 2015, je me dis bon bah c'est tout, j'arrête la contraception, on fera le deuxième, comme ça c'est fait, c'est bien, c'est top. Voilà. Paul dormait, était un enfant, bon, il dormait pas énormément, mais il faisait ses nuits, il faisait 20h, 19, 7h du matin, donc tout allait bien. Je mets 8 mois à tomber enceinte de Clément, on fait un autre petit bébé. Là, j'ai quand même un projet d'accoucher sans péri, mais sans m'y préparer vraiment. Je me dis, oh, pourquoi pas essayer, tout ça, voilà. Toujours warrior. Toujours warrior, en disant, ouais, je suis la plus forte. J'ai pas le droit d'être faible aussi. Est-ce que pendant les blocs, on fait des malaises quand on est enceinte? Alors, moi, j'avais entendu ça. J'ai fait un malaise une fois. Okay. Mais j'étais sous scaphandre, c'est un truc pour l'orthopédie et tout ça. Mais alors, et j'ai fait un autre malaise une fois, j'ai fait une prise de sang pour savoir si j'étais enceinte. J'étais pas enceinte. Non, pas forcément. Okay. Non, pas forcément. Okay. C'est non. Et pareil, les malaises au bloc. Moi, j'ai eu un pote externe. Il est chirurgien orthopédique aujourd'hui. Il a fait malaise sur malaise en tant qu'externe. Aujourd'hui, il est chirurgien orthopédique. Il fait pas un malaise. Donc, ça passe. Voilà. Donc, voilà. Faut pas que ça soit quelque chose de rédhibitoire. Et donc 8 mois plus tard, je tombe enceinte. Voilà, toujours pareil, un peu grossesse warrior, je continue le plus possible, mais ce qui devait arriver arriva, MAP, voilà. Et donc là... Au bout de 5-6 mois aussi ou plus tard? Ouais, 5-6 ouais, pareil, 5 mois, je suis toujours alitée, alors là c'est le plus compliqué. Là je me rends compte que vraiment j'ai un mari formidable, il revient à midi pour me faire la bouffe, il revient le soir pour s'occuper de Paul, parce qu'en fait quand on a un enfant en plus c'est compliqué, donc là il se donne à mort, voilà. Et là, et juste avant l'accouchement, Paul a la varicelle, et là, tout part en cacahuète par rapport à Paul, par rapport à l'accouchement, par rapport à... Paul arrête de dormir, et là, ça a été l'enfer pendant 5 ans. Quoi. Ah ouais. L'enfer du dodo pendant 5 ans, on n'a pas bien géré. Je pense que le fait de moi... moi, je crois que j'ai fait un burn-out parental, c'est-à-dire que je voulais plus voir mes enfants, je voulais aller... J'en avais marre, j'en pouvais plus. Donc Clément est né, on est parti vivre donc là, c'était pareil. Une fois que j'ai accouché, en fait, j'ai été mutée à Tourcoing. Mais on s'est remis dans un move fallait qu'on travaille. Paul avait, je pense, beaucoup besoin de moi. Clément avait beaucoup besoin de moi. Moi, j'avais beaucoup besoin de faire mes preuves à mon ancien chef parce qu'il m'avait connue en tant qu'interne, donc j'avais beaucoup travaillé. Donc moi, je devais faire mes preuves là-bas. Je devais être maman, je devais faire mes preuves. Je finissais mon DU du pied. En fait, j'ai complètement explosé. Et Paul ne dormait pas parce que Paul ne dormait pas, parce que moi, j'étais pas assez ferme avec lui, parce que je n'arrivais pas à être ferme, parce qu'en fait, je sentais qu'il avait besoin de moi. En fait, toute une ambivalence qui fait que ça a été... voilà, j'ai été hyper fatiguée, et que là, mon mari encore a été incroyable. Et pendant 2 ans, il nous a tenus tous à bout de bras. Voilà. Et à partir des 4-5 ans de Paul a commencé un peu mieux à dormir. Quoi. Voilà. On a commencé un peu à sortir la tête de l'eau, mais c'était quand même difficile. Et la dimension d'être mère, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Toujours pas. Toujours pas. Et mais tu t'épanouis en tant que maman?
Non, je crois pas. Hmm. Non, mais parce que, en fait, c'est marrant parce que moi, j'ai cette image. En fait, on a fêté les 2 ans de Clément ou de Paul, un des deux, un des ans de Paul. Et moi, je suis partie boire des bières avec mon interne. J'avais pas envie, en fait. En fait, je préfère aller me barrer de la maison et pas m'occuper des enfants, quoi. J'ai pas du tout envie de m'occuper des enfants, quoi. Et ton mari, il comprenait? Il a pas eu le choix. Non, il comprenait pas bien, je pense. Mais il me l'a jamais dit, il m'a jamais fait un reproche. Jamais. Alors, c'est encore... Je sais pas comment il a fait. Il a été incroyable. Et ça a duré 2 ans, quand même. 2 ans de... Et puis, petit à petit, Paul s'est mis à plus redormir. Moi, j'ai trouvé mon équilibre dans le travail. Je me suis mis à 80% aussi. J'ai arrêté de travailler à 100%. Ça, tu peux Alors, avoir un choix là-dessus? ouais, tout à fait, tu peux avoir un choix. Alors moi, j'estimais que je travaillais trop et que je faisais beaucoup plus de 100%. Donc moi, j'ai été négocier un 80% payé 100%. Voilà, donc, Parce que t'allais faire 100%. parce que de toute façon, le week-end, je travaillais, que voilà, que j'arrivais à 7h30, que je partais à 18h30, que je faisais je faisais mes 45 heures dans la semaine, en travaillant 4 jours par semaine, et que je vois pas pourquoi les mecs qui font 35 heures sont payés pareil que moi, alors qu'ils font 35 heures, quoi. Et donc, parce qu'il y a des péages qui travaillent 35 heures, qui se font pas chier, ils ont bien raison, hein, c'est pas eux qu'il faut critiquer, c'est plutôt nous qui sommes un peu cons. Et donc, en fait, et ça, le fait de récupérer un peu de sommeil, parce que Paul soit plus grand, qu'il soit en 2e année de maternelle, parce qu'il n'y a plus de sieste, donc ils sont un peu plus fatigués le soir. Donc il est 4 ans. Ouais, c'est ça, 4 ans et demi, 5 ans. 5 ans. Voilà, ça c'était beaucoup plus facile. Que moi, que j'ai pu développer mon activité, donc j'avais moins besoin de faire mes preuves dans mon travail. On a fait 2 mois tout seul avec mon chef, on n'était pas 3, on n'était que 2, et que ça a été un peu intense, et qu'il a compris que je serais toujours là, mais que j'avais besoin quand même un peu de temps, donc voilà. Tout ça a fait que ça s'est un peu calmé, que j'ai pu reprendre mon rôle de maman, en n'étant pas vraiment maman, mais toujours en re-étant présent à la maison, et plus présente, alors toujours moins, mais quand même plus présente, faire plus d'efforts avec mon mari, qu'on se retrouve un peu, qu'on ressorte un peu, jusqu'au jour où... Donc moi, je voulais un 3e. Alors pourquoi? Je sais pas pourquoi je voulais un 3e. Mais je voulais un 3e, et Simon il me dit, mais en fait, tu peux pas avoir de 3e. De toute façon, t'as un 3e, tu retournes dans l'état dépressif où t'étais, et ça va pas, quoi. Tu ne peux pas, quoi. J'ai enlevé mon stérilet, parce que j'avais mal au dos, parce que je voulais un 3e, hein. Lui, tu sais pas dire d'où elle vient l'envie? Non, je sais pas pourquoi je voulais un 3e. J'avais toujours vu une famille à 3 et je voulais 3. Et donc, lui, il avait un projet de vasectomie, mais mon mari est très trouillard. Quand je dois l'emmener chez le dentiste, je l'emmène et il a ma moite, c'est moi qui l'emmène, sinon il n'y va pas. Et voilà, et arrive ce qui devait arriver, je tombe enceinte. C'est une bonne nouvelle? Et c'est une hyper bonne nouvelle. Alors, pas pour mon mari au départ, mais pour moi, je suis hyper contente, quoi. Et là, j'ai été arrêtée hyper tôt. À 3 mois de grossesse, j'étais arrêtée, quasiment. Pour toujours les maps? Pour toujours une MAP, mais je ne dois pas être alitée. Et là, je me mets je me mets à écouter des podcasts, je me mets à... La sage-femme qui fait ma consulte à Tourcoing me dit, ouais, il y a une nana, sage-femme, à Marc-en-Barœul, qui est hyper bien, qui fait un accouchement naturel, sans péri, voilà. Je dis, ouais, pourquoi pas, et tout, ça me tente. Et là, je vais avec cette nana, et elle me fait écouter, elle me donne plein de conseils de podcasts, de trucs. Et c'est là où je suis devenue maman. Et donc c'est hyper émouvant, parce que quand mon petit dernier est né, je suis devenue maman de Paul, de Clément et d'Arthur. Je suis redevenue maman. Et et ça, c'est un truc qu'on ne sait pas, quand on devient maman,
On ne devient pas maman une fois. À chaque fois qu'on est maman, on est re-maman. Et on est maman différemment, avec plein d'autres choses. Et donc moi, je suis redevenue, j'ai pris plus de temps. Je me suis dit que d'être maman, déjà, c'est déjà un combat, c'est déjà quelque chose de formidable. Et j'avais pas besoin d'être chirurgien, maman, de travailler jusqu'au bout pour qu'on me considère comme quelqu'un de fort. Et j'ai pris vachement de temps par rapport à cette grossesse et j'ai complètement changé ma façon de voir ma vie, le métier de chirurgien et le fait d'être maman, de redevenir maman de mes 2 premiers, et c'est là où je suis vraiment devenue maman. Donc ça a été une révélation d'être maman, et même en tant que chirurgien, on peut avoir cette révélation. Et donc maintenant, il a 2 ans, c'est une pure merveille, et je suis hyper épanouie là-dedans. Voilà. Et donc mon mari, je m'en souviendrai toujours, il me dit de toute façon, quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte du 3e, il m'a dit, de toute façon, je suis baisée, t'es enceinte, tu le gardes pas, tu fais une dépression, tu le gardes, tu fais une dépression. Je l'ai gardé, j'ai pas fait de dépression. Alors je me suis entourée d'une bonne psychothérapeute pour pas faire de dépression et pour être bien. Et aujourd'hui, je suis hyper heureuse d'avoir ce... Voilà. Et ma famille est au complet. Je n'aurai pas de 4e, même si j'aimerais bien y en avoir un 4e, mais c'est comme ça. Il a fait sa vasectomie, je l'ai accompagné, et on est hyper heureux. Voilà. Et donc c'est là où je suis devenue maman. Ouais. Voilà. Vrai. Et on s'interdit un peu en tant que médecin, en tant que chirurgien, de... Ça, c'est aussi un peu comment ça s'appelle la... Croyance collective. Ouais, une espèce de croyance, ce patriarcat qu'on subit quand même en médecine, parce qu'on le subit, on ne sait pas quelque chose de choisi. Quand on nous dit en chef de clinique, tu n'auras pas d'enfant, il faut que tu reviennes vite. En fait, il n'y a personne qui nous a autorisé dans cette médecine et encore plus dans cette chirurgie à s'épanouir en tant que maman. Personne ne nous donne le droit de le faire. Et là, finalement, j'ai un peu pris le droit de le faire. Voilà, et c'était la meilleure des... C'est ce que je dis. Et maintenant, je suis beaucoup plus compréhensive avec mes collègues femmes qui ont des enfants. Ma collègue a eu un bébé et moi, je lui dis, tu t'arrêtes quand tu veux, quoi. C'est ton bébé, c'est ton choix. Peut-être que tu t'arrêteras plus jamais pour ton bébé. Donc, en fait, fais ce que toi, t'as envie, quoi. Alors, je préférais qu'elle soit pas là plutôt qu'elle soit là, qu'elle travaille à demi-mesure. Parce que ça, c'est... En fait, on est un peu entre 2 chaises, c'est plus chiant. Mais par contre, voilà. Et en fait, maintenant, je dis à toutes les nanas... Et même si moi, demain, à la clinique, j'en sais rien, si je dois avoir quelqu'un qui s'arrête, je lui dirais, arrête-toi, clairement. Parce que je pense que c'est important. Voilà. Et ça, on ne le dit pas. Exactement. Et puis, c'est pas aux femmes de gérer le numerus clausus que des mecs ont fait depuis 40 ans. En fait, c'est trop facile, quoi. Et ça, pour moi, c'est un vrai combat. C'est un vrai truc que je dis à toutes mes externes, mes internes. En tout cas, j'essaie de faire passer le message. Voilà. C'est beau. Voilà pour mon 3e petit bébé. Et t'as fait sans péridurale alors ? Et donc, j'ai fait sans péridurale. Clément, il y a eu une péridurale ? Clément, au bout de 3 minutes, j'étais en phase de désespoir. Je ne le savais pas, j'étais en phase de... J'ai demandé la péri tout de suite. Et en fait, j'aurais pu le faire sans péri, mais j'étais pas assez bien. Voilà, exactement. Et donc là, j'ai pu faire mon accouchement naturel alors, à l'hôpital. Alors, j'ai accouché tellement vite qu'ils n'ont même pas pu mettre de cathé. J'ai accouché en salle de prénaissance avec ma sage-femme en tête-à-tête, sans péri, en tenant la main de mon mari, et ça a été un moment magnifique. Voilà, ça a été hyper beau, ça fait mal quand même. Ça fait mal, il y a plein d'étapes qu'on reconnaît après quand on a dit « Ah ouais, ça j'ai bien vu ça ». Voilà. Et en plus, il a fait une petite bradycardie, donc il y a un moment où, quand je l'ai senti, je vais regarder ma sage-femme, Anne, et je lui ai dit, elle me dit, ouais, va falloir, j'y vais. Elle me dit, oui, t'y vas, prochaine contraction. Alors qu'on dit qu'il ne faut pas pousser, parce que normalement, il n'y a pas de poussée, c'est vraiment l'utérus qui pousse tout seul pour un accouchement. Et donc là, elle m'a dit de pousser, parce que voilà. Et c'était merveilleux, quoi. C'était merveilleux. 2 heures après, je me levais, j'allais faire pipi. 3 heures après, je rentrais à la maison. L'équipe de nuit m'a vu arriver et m'a vu repartir avec mon bébé. Là, c'était merveilleux, quoi. Merveilleux. Et donc, j'ai accouché sans péri, grâce à Clémentine Sarlat, quand même, qui a fait un post sur la matrescence, le fait de devenir maman.
Tu le connais? Je sais pas si Ouais, tu la connais. matrescence, Ouais. écoute. Voilà. Et j'ai écouté plein de podcasts d'elle et qui s'est un peu rapprochée de mon histoire parce qu'elle était dans un milieu sportif hyper masculin et tout ça. Et elle a vécu des choses voilà, qui me faisaient écho à moi et donc qui m'a vachement aidée pour faire voilà, pour devenir maman. Voilà. T'épanouir Et là-dedans. pour m'épanouir en tant que maman. Et maintenant, on peut dire que je suis épanouie en tant que maman. Voilà. Et donc ton 80% aussi te permet de Ah oui. dégager du temps pour eux. Pour moi. Non, pour moi. Pour moi, parce que j'en ai besoin et que je prends mon jeudi et que pour l'instant, c'est mon équilibre et que je les amène à l'école le jeudi. Je viens les chercher à 16h30, donc ils n'ont pas de garderie et tout ça. Mais j'ai besoin de mon jeudi le matin pour m'occuper de la maison, de l'après-midi pour faire une sieste parce que je suis fatiguée. Et après, je m'en occupe le jeudi soir. Alors, il y a ça aussi, c'est parce qu'en fait, je travaille les week-ends. Parce que je suis de garde le week-end. En fait, je peux être d'astreinte le week-end. Donc, je suis un week-end sur 3. Toute la semaine sauf jeudi. Je fais toute la semaine sauf jeudi. Non, alors les week-ends, c'est un week-end sur 3. Okay, ouais. Mais j'ai... Dire, voilà. Wow. 80%, j'ai pas compris Non, c'est à 80%. Donc, je travaille 4 jours, lundi, mardi, mercredi, vendredi. J'ai pas pris mon mercredi parce que c'est épuisant et que j'avais besoin de me reposer. Et j'ai quand même le week-end où je travaille un week-end sur 3. Et un week-end sur 3, ça revient quand même vachement vite. Et voilà. Et donc, c'est aussi pour ça que dans mes projets futurs, je souhaite partir en clinique pour travailler 4 jours, pas de week-end, pas d'astreinte la nuit. Et pareil, à Tourcoing, j'ai des astreintes la nuit. Donc on peut m'appeler à minuit, à minuit et demi, à 2h du mat pour avoir des avis. Et ça, moi, mon mari n'en peut plus. Il est crevé. Le fait que... en fait, on soit réveillé la nuit, mon mari, avec les enfants, quand même, on a un sommeil hyper léger. Donc en fait, le fait, en plus qu'on soit réveillé la nuit, maintenant, on fait chambre à part. Donc ça, c'est quand même hyper chiant quand je suis d'astreinte. Parce qu'en fait, il ne faut pas qu'il soit réveillé par mon téléphone. Et que le week-end, ça fait maintenant 9 ans, parce que Paul va avoir 9 ans, ça fait 9 ans qu'il s'occupe des enfants tout seul. Le week-end, quand je suis d'astreinte, en fait, il n'en peut plus, quoi. Et donc, en fait, ça, voilà. Et quand moi, je me suis mis en arrêt pour Arthur, Clément, qui avait 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans, ouais, 4 ans et demi, me dit « Ah, t'es en arrêt, maman, maintenant, on va pouvoir te voir. » Voilà, donc ça fait un peu, c'est un peu dur. Et donc là, mon projet est de partir en clinique pour travailler que 4 jours par semaine, d'avoir mes week-ends et pouvoir plus m'occuper. Et puis pour pouvoir aussi que mon mari puisse, comme c'est un grand surfeur, puisse pouvoir se dégager du temps pour aller surfer. Voilà. Donc c'est un vrai... parce que les week-ends d'astreinte, en fait, c'est compliqué. Parce que lui, il peut pas partir. Parce que moi, je suis d'astreinte, donc il est obligé d'être là. Parce que si moi, je suis appelée et que je vais travailler à l'hôpital, et ben lui, il faut qu'il s'occupe des enfants. Et donc pour lui aussi, pour ça... pour son mental. Voilà. Et c'est là où le compromis, moi, où j'ai un mari formidable, c'est que tous les maris ne comprennent pas l'implication que ça donne, en fait. Voilà. Et moi, mon mari, il est dingue pour ça, parce qu'il est gentil, il est compréhensif, il sait que mon travail, c'est important, il sait que... Voilà, il a pris... voilà, il sait que je suis chirurgien, que je ne fais pas un travail lambda. Il est fier de moi aussi. Et donc, il m'accompagne vachement bien dans ça. Dans cette aventure. Exactement, dans cette aventure qu'on a choisie à 2. Voilà. Par rapport à l'hôpital, du coup, que tu quittes, ouais. Est-ce que... Donc, tu as fait beaucoup, beaucoup de temps à l'hôpital. Oui. Est-ce que tu peux exposer avantages, inconvénients de ce type de carrière ? L'hôpital, c'est hyper bien parce qu'il peut rien t'arriver, quoi. Peu de choses. C'est-à-dire que au niveau de ton travail, à part si tu plantes un bistouri dans le dos d'un patient, tu peux pas être embêté en tant que médecin. Toi-même, en tant que médecin, tu peux pas. Les gens, ils vont pas aller au pénal te demander des comptes. Donc, tu es protégé par rapport à ça. Donc, c'est l'environnement de travail est très serein. Il y a quand même, quand on sait un peu le faire, il y a toujours. Maintenant que j'ai grandi chirurgicalement, si je dois demander de l'aide, je peux demander de l'aide. Avant, je n'arrivais pas à le faire. Maintenant, je peux. Je sais demander de l'aide. Donc, il y a toujours des gens qui pourront t'aider. Voilà, moi, mon chef de service, il est toujours prêt à m'aider. Ma collègue, si elle est dans la merde, voilà. Donc, on n'est jamais seul, finalement. Il y a toujours des gens qui peuvent t'aider. Donc, le travail comme ça, c'est quand même assez agréable. Et puis, c'est un travail hyper intéressant parce que on a plein de choses à faire, de différents. Si on veut s'hyper spécialiser dans un domaine qu'on ne peut pas faire en clinique parce que
parce que c'est trop spécialisé, parce qu'il n'y a pas assez d'armes, et il n'y a pas assez d'autres spécialités qui doivent t'entourer. Donc on peut faire des choses hyper spécialisées que tout le monde ne fait pas, et donc ça rend intéressant le travail. Ça, oui. C'est aussi un peu un don de soi, dans le sens où on soigne tout le monde sans condition de revenu, qu'on peut faire aussi en clinique, hein, mais généralement ça se fait un peu moins quand même. Et c'est aussi une philosophie de vie de pouvoir soigner tout le monde. Et de se dire que le mec qui n'a pas de thune, c'est pas grave, je le soigne, et il sera aussi bien soigné qu'à la clinique, avec des bons médecins, quoi. Voilà, avec d'autres médecins, mais voilà, je le soigne aussi bien. Ça, c'était une grande motivation aussi pour moi. C'est... les gens sont quand même vachement plus redevables, quoi. Je connais pas la clinique, mais je pense que les gens sont quand même redevables et sont reconnaissants de ce qu'on leur donne à l'hôpital, parce qu'on paye rien et qu'ils sont pris en charge complètement. Donc ça, ils sont quand même assez redevables et reconnaissants. On peut travailler en transversalité, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec les gériatres, on peut faire des projets communs, on peut... voilà, ça, c'est top. Quand on est enceinte, on est payé, hein, même si on n'est pas hyper bien payé, mais on est payé. Voilà. Si demain, moi, je me pète le bras, voilà. Ça, c'est top. Alors après, les inconvénients, c'est qu'il y a une hiérarchie. Comment elle fonctionne, cette hiérarchie? Je la comprends pas bien. Alors, par rapport au chef de service, au PH, alors, au chef de clinique. Il y a une hiérarchie. La hiérarchie, c'est que l'administration. Quand on est praticien hospitalière, le seul lien hiérarchique qu'on a, c'est le directeur. C'est-à-dire que tous les praticiens hospitaliers sont au même niveau. Il n'y a pas... Moi, mon chef de service n'est pas mon chef de service. C'est un chef de service, et d'ailleurs, ça ne s'appelle plus comme ça s'appelle un coordinateur de service. Donc, il n'a pas de lien de hiérarchie vis-à-vis de moi. Il a un lien de coordinateur de service. Donc, c'est lui qui doit coordonner le service, faire en sorte que ça se passe bien. Il peut dire oui ou non au congé. C'est lui qui a le pouvoir de dire oui ou non. Par contre, s'il dit non, on peut passer au-dessus et voir, voilà, s'il n'y a pas de nécessité de service, il n'a pas à dire non. C'est juste il valide les vacances pour être sûr qu'il y ait quand même quelqu'un sur place. Mais il n'a pas à dire non s'il n'y a personne qui est en vacances. S'il dit non, on passe au-dessus et lui, il n'a rien à dire dessus. Donc il n'a pas de lien de hiérarchie. Donc la seule hiérarchie, c'est le directeur de l'hôpital. Mais c'est quand même beaucoup. Après, quand on est interne, on est sous la coupe des praticiens hospitaliers. Et après, quand on est soit docteur junior, soit assistant, pareil, on est sous la responsabilité du praticien hospitalier qui est soit du chef de service, soit du praticien hospitalier qui opère avec nous. Donc si c'est en consultation, c'est le chef de service, sauf s'il a demandé un avis à moi, donc c'est moi. Mais normalement, l'interne et le docteur junior ont un lien de hiérarchie avec les PH, avec tous les PH. Voilà. C'est le seul lien de hiérarchie. Après, le problème, c'est que au bloc opératoire, ou dans un service quand ça se passe mal, moi je sais pourquoi ça se passe mal. Et les directeurs d'hôpitaux vont faire des audits à 100 000 balles en disant on va faire ça, on va pendant 2 mois on va faire un audit, on va dire, et après ils nous pondent des trucs qu'il faut faire. Sauf que les trucs qu'ils nous pondent à 100 000 balles, pourquoi ils n'auront pas mis 100 000 balles pour recruter quelqu'un d'autre? Et en fait, ce qu'ils ont pondu, en fait, on sait ce qui va pas. Et ça ne change pas, en fait. Et en fait, quand on dit qu'il faut commencer plus tôt le bloc opératoire, oui, très bien, on a commencé un quart d'heure de plus, les anesthésistes, il y en a qui viennent avant, et il y en a qui disent non, moi je viendrai toujours à 8h15. Ça ne changera rien. Donc finalement, et c'est cette hiérarchie-là, en fait, s'il y a des gens au-dessus de l'administration qui décident pour nous, qui sont trop proéminents. Et donc on ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Et les encadrements sont débordés par rapport à ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que les cadres, ils n'ont pas assez de temps ni de pouvoir pour pouvoir gérer bien leur service. Parce qu'en fait, les cadres, on en enlève de plus en plus, parce qu'en fait, ça coûte cher, c'est de l'humain, ça coûte cher, donc on en enlève, quitte à ce que le service ne marche pas bien. Et donc, tout ça, ça, c'est vraiment les inconvénients. C'est que moi, je ne peux pas dire demain, je veux faire ça, et en fait, ça va se mettre en place tout de suite, quoi.
En clinique, oui, je pense. Non, peut-être pas, hein, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'on a plus de facilité. À l'hôpital, c'est une énorme machine, c'est hyper compliqué à faire bouger les gens, à faire bouger les choses. euh, voilà. Et puis les gens sont invirables. Donc c'est bien et pas bien. Donc c'est bien d'être invirable en tant que PH, mais quand tu as un PH qui est nul, eh ben, on peut pas le virer. Et donc ça, c'est pas bien. Voilà. Et moi, j'arrive à un moment où pourquoi je suis payée pareil qu'un mec qui travaille 35 heures par semaine alors que j'en fais 45. Alors que en clinique, c'est pas pareil. En fait, si tu veux travailler 35 heures, c'est ton choix. Tu auras les revenus qui vont Correspondent. qui correspondent. Voilà. Et peut-être que moi, je ferai pas 45 heures en clinique. Hein. Voilà. Et en fait, c'est à moi de choisir le niveau de vie que je veux avoir. Quoi. Voilà. Et c'est beaucoup moins facile à l'hôpital parce que tout le monde est payé pareil. Voilà. Donc ça, c'est un peu les inconvénients de l'hôpital. Et on s'investit beaucoup pour peu de retour, pour une reconnaissance qui est pourrie, voilà quoi. Voilà, donc il y a plein de bonnes choses à l'hôpital. Et il y a plein de... Quoi, c'est vraiment... Et puis le salaire, il n'est pas mirobolant, quoi. Ouais. Voilà, c'est... On fait pas ça pour le salaire à l'hôpital. Voilà, on fait ça par la passion. Voilà. Donc là, c'est un bon moment aussi dans ta carrière. Tout à fait, pour pouvoir, moi, commencer à penser à autre chose et à partir... j'ai donné... depuis 2009, donc depuis 15 ans de ma vie, parce que en tant qu'assistante, on fait des gardes et tout ça comme nous. Donc pendant 15 ans de ma vie, j'ai donné du temps à l'hôpital et j'ai fait des gardes à l'hôpital. Je pense que j'ai fait mon quota et place aux jeunes. Voilà. Pas très bien, mais place aux jeunes. Voilà. Ok. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour conclure par rapport à tout cet immense parcours Si, la seule chose que je peux dire, c'est dur. J'ai eu beaucoup de moments dans ma carrière où j'ai voulu arrêter et faire autre chose, et personnellement et professionnellement. Et aujourd'hui, je crois que j'ai trouvé mon équilibre et je suis heureuse et j'adore faire ce que je fais. Voilà. Et j'adore opérer. Et ça va me manquer de plus opérer. Quand le jour où je déciderai d'opérer, soit par la retraite, soit parce qu'il y a autre chose qui m'arrive dans la vie, soit je ferai autre chose. Mais je crois vraiment que ça va me manquer. Voilà. Et c'est vraiment et on peut être le chirurgien qu'on veut être. C'est-à-dire que je pense qu'il y a autant de chirurgiens que d'hommes et de femmes, et que la femme est encore plus compétente que l'homme en tant que chirurgien, ça j'en suis intimement persuadée, et qu'on peut vraiment être celui qu'on veut être. Voilà. Et que si on veut être très empathique, on va être très empathique, et si on veut être très froid, on sera très froid. Si on veut parler aux patients, on peut. Si on veut ne pas parler, on peut. Voilà, c'est vraiment... on fait ce qu'on veut, quoi. Voilà. Waouh. J'ai lu tes paroles pendant tout le truc. Tu peux éteindre si tu veux, t'as plus longtemps là. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode et d'avoir écouté cette série. J'espère que ça vous a plu. Je tiens encore à remercier Donna qui a répondu à mes questions, qui s'est livrée, qui nous a donné un très beau témoignage. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous apprend des choses. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. À très bientôt.